Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin Sportif. Bulletin Sportif, une présentation de Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse évidemment aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde, ainsi qu'au bureau d'architecte et d'urbanisme. Nous croyons également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Merci Gagné Sport. Évidemment, j'invite tout le monde à aller visiter le site gagnésport avec un s.com pour, évidemment, dès que vous avez besoin d'équipement de sport, allez voir ce qu'ils ont à offrir. Une compagnie québécoise, une compagnie de chez nous, une compagnie qui a tout ce qu'il vous faut. Fait que commencez par regarder ce qu'il y a chez Gagné Sport avant d'aller fouiller ailleurs. Il y a assurément des choses que vous allez trouver qui vont vous intéresser. Donc voilà, l'invitation est lancée. Et surtout, merci Gagné Sport d'être là depuis le début de l'année avec nous. Cette semaine, comme d'habitude, on a eu des tas de matchs, des tas d'événements, mais je veux me concentrer sur les championnats canadiens qui ont eu lieu au niveau du soccer et au niveau du cross-country. Évidemment, on va parler de football, on va parler de la Coupe Dunsmore, on va parler des demi-finales au niveau du bol d'or. Et ça va se passer évidemment avec nos collaborateurs réguliers, Jason, Brian, Jean-Baptiste au niveau de l'universitaire, ainsi que Chris Bemba au collégial. Et avec Chris et moi, on rajoute un nouveau collaborateur, Marc Gagnon, dont vous pouvez aller lire les articles déjà sur le site de bulletinsportif.ca. Un collaborateur de plus avec nous pour analyser, faire le tour et discuter de ce qui se passe au niveau du football collégial. Par contre, je reviens sur les activités de la semaine. Championnat canadien au niveau du soccer universitaire et collégial. On avait les deux, hommes et femmes. Donc voilà. Championnat universitaire chez les femmes, ça s'est passé du côté de l'Université Laval. C'est l'Université Laval qui était hôtesse du championnat. Et bonne chose, qu'est-ce qui s'est passé? L'Université Laval a éliminé l'équipe qui était classée numéro 1 avant le début du tournoi, les GGs d'Ottawa. Et qu'est-ce que ça nous a permis d'avoir? Une finale Montréal-Laval. Les deux équipes avaient clairement des choses à régler cette année. Montréal avait fini première au classement au Québec. Elles ont gagné le championnat provincial également, mais pendant la saison régulière, Laval avait remporté les deux matchs entre les deux équipes. Donc, c'était loin d'être réglé pour l'Université de Montréal. Par contre, elles ont gagné en finale 1-0. Les Carabins sont donc championnes canadiennes devant le Rouge et Or. Bref, notre soccer universitaire est assurément entre bonnes mains. Mégane Sauvé, qui a été la joueuse par excellence cette année au Québec, a été nommée joueuse par excellence du tournoi au championnat. Avec elle, sur l'équipe d'étoiles, la gardienne Catherine Langelier, Rosemary Julien et Maude Leclerc, également des Carabins. Puis, représentant le Rouge et Or, on a Alexandra Doucet, Emma-Ève Lecomte, Virginie Deschaines et Léa-Jeanne Fortier. Léa-Jeanne Fortier, joueuse recrue par excellence au Québec, mais également, elle a eu cette même reconnaissance-là au banquet qui a précédé le championnat canadien. Donc, recrue par excellence au Canada et a souligné également David Desloges, l'entraîneur-chef du Rouge et Or, qui a reçu également une distinction, celle d'entraîneur de l'année au Canada. Donc, bravo à eux et surtout bravo pour cet excellent tournoi qui nous a donné du jeu extrêmement relevé. Ceux qui boudent ça, vous... tant pis pour vous, je vous dirais, vous ratez quelque chose. Vous retournerez là l'an prochain. La saison va être maintenant terminée de ce côté-là, mais du très beau soccer, puis on remercie, puis on félicite toutes ces joueuses-là qui sont franchement formidables. On pourrait en nommer un paquet qui méritaient, pas nécessairement, bon, elles n'ont peut-être pas été nommées sur les équipes d'étoiles, mais je vous garantis qu'il y a assez peu de joueuses qui ne méritaient pas des honneurs dans ces deux équipes-là. Vraiment du beau jeu toute la fin de semaine. Chez les hommes, du côté universitaire, depuis 2018, en fait, parce que la dernière fois qu'une équipe n'était pas du RSEQ qui avait gagné le championnat canadien, c'était en 2017. Eh bien, 2022, c'est le retour des champions qui viennent d'en dehors du RSEQ. UBC l'a emporté. Montréal, en fait, est terminé troisième, donc a remporté son match de médaille de bronze. Et l'UQTR, qui est un autre représentant du Québec, a terminé sixième.
Adam Ben Moussa et Thierry Côté des Carabins ont été nommés sur l'équipe d'étoiles. Gabriel Balbinotti de l'UQTR a également été élu de ce côté-là. Je vous rappelle que Gabriel Balbinotti, tout comme Mégane Sauvé, sont deux personnes qui ont été reçues à notre podcast de bulletin sportif, comme dans l'entrevue de la semaine, comme interviewé de la semaine. Donc, gênez-vous pas à aller réécouter ces entrevues-là. C'est vraiment des gens qui sont bons sur le terrain, mais très intéressants aussi en dehors. Pas football, mais soccer collégial. On avait, je vous le mentionnais, championnat canadien de ce côté-là aussi. Chez les femmes, ben, ça se passait du côté du Québec encore une fois. C'était à Saint-Lambert. Et qu'est-ce qu'on a eu encore une fois? Une finale toute québécoise. Cette fois, c'est Hunsick qui étaient les championnes québécoises en titre, l'ont emporté 1-0 contre Champlain-Saint-Lambert en finale. Un but d'Alexis Belrose. D'ailleurs, Belrose, joueuse par excellence au Québec cette année, a été élue sur l'équipe d'étoiles, tout comme Léa Mallet, Jeanne Evan et Chloé Joseph, ses coéquipières, ainsi que Rosalie Stabile, Victoria Dupont et Mariam Jama-Pelletier des Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert, également sur l'équipe d'étoiles. Chez les hommes, ça se passait du côté de Vancouver. Les Nomades de Montmorency étaient les représentants du Québec. Les Nomades ont bien fait qu'une troisième position, victoire de 2-0 en prolongation. Lies Yami et Ibrahim Chami sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Il y avait également du cross-country. Le cross-country, on est fort au Québec en cross-country. Il faut le souligner au niveau universitaire, les équipes, au niveau par équipe, dans la compétition par équipe, les champions et féminins et masculins étaient le rouge et or l'année passée. Eh bien, chez les femmes, on a réitéré l'exploit. On a fini première par un seul point, soit dit en passant. Donc, on ramène encore une fois la bannière de championne canadienne par équipe. Au niveau individuel, Jessie Lacourse met fin à sa carrière universitaire au cross-country avec une deuxième position. Et chez les hommes, l'équipe du rouge et or a terminé deuxième. Et individuellement, on a également Philippe Morneau-Cartier qui a terminé deuxième. Au niveau collégial, ça se passait à Medicine Hat. Au niveau universitaire, en passant, c'était à Halifax. Collégial, c'était à Medicine Hat. Chez les femmes, ben, c'est pas compliqué. Les 5 premières équipes au Canada sont québécoises. Garneau, première, Sherbrooke, deuxième, Saint-Lambert, troisième, Sainte-Foy et Joliette qui suivent. Au niveau individuel, Marika Couture-Garneau a terminé. Marika Couture de Garneau, excusez-moi, a pris le deuxième rang. Et puis, chez les hommes, la meilleure équipe québécoise, c'est Victoriaville qui a terminé cinquième. Par contre, au niveau individuel, on a 2 coureurs qui ont terminé sur le podium, soit Nolan Turgeon de Victoriaville qui a terminé au premier rang et Xavier Lemaître de Saint-Lambert qui a terminé troisième. Félicitations à tout ce monde-là. Et ça termine en fait leur saison de ce côté-là. Et puis, évidemment, au cross-country, tout comme au soccer, un chapeau et une félicitation et un merci à tous ces athlètes qui terminent leur carrière et qui ont vécu de grands moments, mais qui en font vivre à leurs écoles, à leurs coéquipiers, à leurs parents, à leurs familles, puis aux observateurs et fans qui regardent ça. Chaque année, à chaque fois qu'une saison se termine, il faut aussi penser au fait qu'il y a des gens, par défaut, dont la carrière se termine. Donc, voilà, fait qu'on les remercie, on lève notre chapeau. Puis, surtout, bonne chance et bonne continuité dans le reste. On a beaucoup apprécié, puis j'espère que vous allez avoir l'occasion et surtout, vous allez garder les habitudes de vous tenir en forme, en santé. Assurément que vous êtes des modèles pour notre société. Fait que continuez ça. Je termine ce premier segment en vous parlant de football, non pas de résultats, mais juste vous parler de la valse des entraîneurs qui s'amorce. Au niveau universitaire, on a chez le Vert et Or, Justin Chapdelaine, coordonnateur offensif, ainsi qu'Alexandre Turp, l'entraîneur de la ligne offensive, qui ont décidé de quitter l'équipe pour des raisons de personnel, pour des raisons soit professionnelles ou de vie, tout simplement, qui ont quitté l'équipe. Donc, ça va faire des gros trous là, au niveau de Sherbrooke, là, des gens à aller chercher. J'en ai parlé évidemment avec Mathieu Lecomte, l'entraîneur-chef, qui dit oui, on perd des bonnes personnes, je perds des amis personnellement et ça, c'est plate, mais il dit on ne perd pas. La culture du Vert et Or, ça reste là, notre monde est encore là, la façon de penser là-bas reste. Alors, on va prendre le temps qu'il faut pour aller chercher les bonnes personnes qui vont nous permettre de continuer ce qu'on a déjà amorcé. Donc, on leur souhaite, mais ça va être très intéressant de savoir qui va là. Et en plus, on vient d'apprendre que les Stingers de Concordia
se sont séparés de leur coordonnateur défensif Ed Fillion et leur entraîneur de ligne offensive, Carl Monjoie. Les remplaçants sont déjà choisis, mais pas annoncés au moment où on enregistre ça. Alors, ça va être intéressant de savoir qui va aller là et qui va prendre leur place. Il y a également au niveau du foot collégial certaines équipes là, qui vont chercher des entraîneurs-chefs. On pense à Vanier notamment. Le processus devrait être sur le bord de la fin, mais il y a également Thetford et Chicoutimi qui ont des recherches à faire pour trouver des entraîneurs-chefs et des responsables de leur programme, toujours des gens très importants pour assurer la continuité des choses de ce côté-là. Alors, sur ce, je vous dis, on va vous tenir au courant de ce qui se passe. On va parler de rumeurs, on va analyser les choses, on va s'assurer que vous ayez l'information. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Bulletins sportifs. En général, on s'arrange pour que vous sachiez ce qui se passe. Alors, voilà. Fait que je vous invite à rester en ligne et rester avec nous pour écouter toute notre émission, comme je vous ai dit tantôt, football collégial, football universitaire, évidemment, et l'entrevue de la semaine avec un joueur de ligne défensive du Vert-et-Or de Sherbrooke, l'excellent Dylan Côté. Merci. Bonne émission. Chronique football universitaire, celle-là, c'est une... elle démontre que la saison passe très vite et quand même, c'est une bonne, une intéressante qu'on va avoir à faire parce qu'on va analyser le match de la Coupe Dunsmore avec Jason Bryant Jean-Baptiste. Salut Jason. Salut Phil. On a eu droit à tout un match, toute une fin de match, du moins c'est ce qui a marqué l'imaginaire parce que veut pas, on termine avec une victoire éclatante. Non, je ne veux pas dire éclatante, spectaculaire, parce que éclatant signifierait que Laval a dominé, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Victoire de 25-24, in extremis, dernier jeu du match. Laval qui réussit à marquer 1 point grâce à un règlement de la Ligue canadienne qui permet de faire 1 point, même si tu rates un placement. Mais laissons pas les discussions autour de règlement, à savoir si on l'aime ou pas, le règlement, ternir la beauté de cet événement-là qu'on a eu. Un grand match de football, un beau match de football. On a eu de tout là-dedans. Puis, je veux avoir tes observations sur cette Coupe Dunsmore entre Laval et Montréal. Je le répète, là, un superbe après-midi de football avec une belle victoire du Rouge et Or qui va maintenant nous représenter le Québec à la prochaine étape. Oui, pour moi, définitivement, déjà, c'était un grand match de football entre deux équipes qui étaient au même niveau, qui ont montré que c'était, encore une fois, le top de la RSEQ. Vraiment, c'était des belles performances des deux côtés. Chapeau au travail des deux coaching staff et des joueurs. Vraiment, c'était exceptionnel. Sinon, pour entrer dans le match, pour moi, ça s'est joué à vraiment peu de choses. Au début du match, le Rouge-Or, déjà, il y a eu 2 touchés de sûreté qui a commencé le match. Après ça, le Rouge-Or s'enchaîne. Il commence à avoir un rythme offensif, touché de Kevin Mittal. Le match débute. Et après ça, Montréal avec Jonathan Sénécal. Sénécal a vraiment eu un match exceptionnel. Vraiment, les lancers qu'il faisait avec le travail de ses receveurs, Dosso, Carl Chabot, honnêtement, c'était exceptionnel comment il bougeait, comment il réussissait à allonger des longues séquences offensives, puis de gagner du temps dans la pochette pour improviser ensuite. C'était vraiment exceptionnel toute la journée. Puis du côté du Rouge-Or, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la ligne offensive. La ligne offensive du Rouge-Or était vraiment exceptionnelle avec le joueur par excellence là, de leur côté, Dumoulin. Vraiment, genre les blocs qu'il faisait qui permettaient ensuite à Muganda, par exemple, de gagner des verges, qui rendaient les choses plus faciles en protection pour Arnaud Desjardins. C'était vraiment impressionnant. Puis au final, ça s'est joué à très peu de choses. Du côté des Carabins, je pense pas qu'ils ont joué. Ils ont joué un très bon match de football. Ça s'est joué à 2-3 affaires. Peut-être une pénalité là et là, des petits trucs qui ont donné peut-être au Rouge-Or un peu plus en fin de match. Mais honnêtement, ça s'est joué à très peu de choses. Donc pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Sinon,
offensivement, c'est sûr que du côté des Carabins, on aurait peut-être aimé avoir plus à la course. Parce que Oui. c'est Sénécal qui a beaucoup couru le ballon, je pense avec 50 verges, à peu près 53 verges. 59. 59, quelque chose comme ça. Donc, je pense que de leur côté, ils auraient peut-être aimé avoir un peu plus du jeu au sol pour enlever un peu cette pression-là à Sénécal, puis rendre les choses plus faciles sur cet aspect. Mais Mais sinon, je me demande à quel point, justement, c'est un bon point que tu amènes, mais tu sais, à un moment donné, forcer la note dans un match comme ça à dire c'est hey, ça. je vais établir mon jeu au sol. Si au début du match, tu te rends compte qu'effectivement, tu n'arriveras pas à l'établir tant, ben vas-y avec ta force. Puis ta force, c'est Jonathan Sénécal, parce que c'est lui qui touche au ballon de toute façon. Et oui, il a un talent exceptionnel, mais ça reste que tu te dis, il a des jambes, il est capable de faire les choses. Fait qu'à la fin, il court 4 fois, officiellement, 4 fois pour 59 verges, mais il lance 51 ballons en plus. Puis tu sais, il n'y a pas un taux de réussite à tout casser, là, c'est 27 en 51. Mais il a été la locomotive de son attaque et je pense qu'à quelque part, il y a quelque chose de logique là-dedans, de ne pas s'attendre à ce que, suite à l'année qu'on a eue, à ce que ce soit Bertrand Beaulieu qui allait, comme par hasard, du jour au lendemain, courir pour 100 verges alors qu'il ne l'a pas fait de l'année ou à peu près. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, écoute, le jeu au sol, c'est ça. Ben, le jeu au sol, là, en fait, notre attaque, ça va être Jonathan Sénécal. Si lui décide qu'il court, il courra. Puis s'il décide qu'il passe, il passera. Visiblement, il a passé beaucoup. Mais ça a donné un beau match parce que, comme tu dis, Sénécal a étiré des jeux, a tenté des passes, a réussi des longs jeux. Tu voyais qu'il était bien. Pourquoi? Parce que notamment, il y avait Hassan Dosso qui était en parfaite forme. Brandon Gourgon qui a été excellent dans ce match-là. Tu voyais qu'il y avait beaucoup d'armes et il retrouvait son monde. C'est ce qui l'avait frustré lors du dernier match contre Laval, justement, de sentir qu'on dirait qu'il n'arrivait pas à faire. Il n'arrivait pas à exécuter, à faire exécuter. Là, il y avait tout son monde, puis tu le sentais à l'aise et en mesure de fonctionner puis prendre vraiment le contrôle. Tandis que du côté de Laval, on a joué un bon match. Là, on a beau dire, oui, Sénécal. À la fin, c'est Laval qui gagne de 1. Donc, il faut surtout saluer ça. Puis, ils ont quand même, comme je disais tantôt, empêché Sénécal d'avoir un haut taux de réussite. Et il y a 7 passes rabattues par l'équipe de la tertiaire du Rouge et Or. Maxime Lavallée, notamment, qui a joué Qui a été exceptionnel. un excellent match. Bon, on le sait qu'il va jouer des excellents matchs, mais encore faut-il le faire. Il l'a fait, il l'a bien fait. Un grand leader dans cette équipe-là. Il faut lever notre chapeau. Puis il y a Francis Bouchard, un gars qui a été blessé, qui a été sur une équipe d'étoiles il y a genre 3 ans. Il a été blessé l'année passée, blessé au début de l'année, et on l'a vu revenir, le numéro 1, pour ceux qui ne se rappellent pas de lui, numéro 1 dans la défense, qui a rajouté un petit quelque chose à cette tertiaire-là aussi. Il est extrêmement rapide, il est énergique, donc lui aussi a fait des bons jeux, dont des plaqués pour perte. Fait je trouve que c'est ce qui a donné justement un grand match. L'attaque aérienne qui rend ça spectaculaire, puis de l'autre côté, les beaux jeux de Laval pour empêcher que ça devienne justement un shootout, parce que contre n'importe quelle autre équipe, ça aurait été 40 points et plus. Puis ça a été juste, ils ont réussi à les... Montréal, puis je te laisse après ça continuer ton analyse, mais Montréal n'a marqué qu'un seul touché offensif. Hein. Oui, puis je pense que le fait que défensivement, ils ont bien joué, puis moi, c'est surtout ce qui m'a impressionné dans ce match-là, c'est le travail des unités spéciales pour les deux équipes. Parce que pour moi, quand tu penses vraiment, les deux jeux les plus marquants du match ont été faits sur les unités spéciales. Pour moi, ça a été le bloc au quatrième quart du point de Philippe Lemieux-Cardinal qui a été ensuite ramené pour un toucher. Ça a été... C'est ça qui a redonné un peu, je pense, le souffle au Carabin pour ensuite être capable de se réinstaller puis de mettre ensuite sur la prochaine séquence un botté de placement. Puis évidemment, à la fin de match, avec Tardif, leur joueur qui a réussi à. Ben, j'ai lu un article de la presse par rapport à lui, Charlie Tardif, par rapport au fait que, comme il a décrit, c'était le jeu de sa vie, que c'était un gars il a manqué beaucoup de temps à cause de blessures et que là, il a pu réaliser un jeu comme ça à la Dunsmore dans un moment critique. Honnêtement, chapeau à lui. C'est ça qui m'a impressionné sur les 3 phases du ballon pour les deux équipes. Ils ont bien joué, ils sont donnés à 100%. Puis on a eu un match de football très physique aussi. Fait pour moi, vraiment,
C'était impressionnant. Puis au final, le Rouge Or a réussi à remporter. Chapeau à eux. Puis je pense que ça va être intéressant de voir comment je pense que si je ne me trompe pas, ils vont affronter les Western Mustangs. Oui, ça, effectivement, ça va être tout un défi. Oui, ça va être intéressant de voir. Les Mustangs, honnêtement, c'est une équipe des recherches que j'ai commencé à faire sur eux, très complète. Ils ont leur porteur de ballon, qui est, je pense, le joueur par excellence dans le OUA. Ils ont un très bon carrière qui a été mis sur l'équipe étoile. Ça va être intéressant de voir comment. Puis c'est juste une équipe de football qui sont très gros. Très gros. Oui, exact. Très impressionnant physiquement. Mais je pense pas que le joueur a quoi que ce soit à leur envier. Mais ça va être intéressant de voir comment ils vont être capables de nous représenter. Puis ça va être quoi le plan de match de leur côté pour attaquer une équipe comme ça qui me paraît très complète. Ben, tu sais, bon point. Puis, mais tu sais, rappelons que le Rouge et Or, c'est le Rouge et Or. Là. À un moment donné, on les a vus toute l'année bâtir leur identité d'équipe qui, offensivement, a des outils à toutes les positions. À toutes les positions. Tu sais, Arnaud Desjardins, là, on m'a posé une question dernièrement. Bon, est-ce que ça place Arnaud Desjardins au même niveau que Jonathan Sénécal, parce que Jonathan Sénécal a énormément de publicité. Puis pour moi, 1 pour 1, je vais toujours mettre Jonathan Sénécal. Puis ça, c'est mon avis bien personnel. Je peux me tromper, puis ça manque de respect à personne. J'adore Arnaud. On l'a eu en entrevue cette année. C'est un carrière formidable. Il se trouve juste à jouer en même temps que Jonathan Sénécal. Mais tu sais, Jonathan Sénécal, là, si bon soit-il, ça reste un individu dans une équipe. T'sais. Puis Arnaud Desjardins, quand je regarde ce qu'il arrive à faire semaine après semaine après semaine après semaine à la tête d'une attaque du Rouge et Or, c'est un gars qui fait marcher cette attaque-là. J'en ai parlé tantôt, Jonathan Sénécal et Montréal, ils ont bien beau, là, bien bon, mais ils ont marqué un seul touché offensif. Arnaud Desjardins, il trouve qui 3 fois? Son bon vieux Kevin Mittal. Puis il le trouve en fait 9 fois pour 116 verges, mais 3 fois pour des touchés. À un moment donné, il sait utiliser son monde. Antoine Dansereau-Leclerc, on en parle peu, ce gars-là, à cause que tout le monde parle de Kevin Mittal, mais quel joueur de football, Antoine Dansereau-Leclerc, qui est toujours là. Frédéric Antoine, un super athlète qui est arrivé cette année, qui, OK, a peut-être, je ne veux pas dire déçu, peut-être que le monde s'attendait à ce qu'il soit encore plus flamboyant que tout ça, mais quelle arme, quand c'est rendu que c'est ta 3e arme, puis je dirais même la 4e, parce qu'Edouard Arsenault, malheureusement, a été blessé dans la rencontre, mais Edouard Arsenault, cette année, a été le numéro 2, tu sais, fait que là, tu as 4 receveurs de passe de très, très haut calibre, mais là-dessus, tu en as 3 qui ont l'air d'être dans l'ombre à cause de Kevin Mittal, mais ce que je veux dire, c'est qu'Arnaud Desjardins, il est excellent pour les utiliser. Il les utilise, il ne met pas son équipe dans le trouble. Et quel jeu au sol tout le temps. Tu n'as jamais un gars qui, à lui tout seul, ramasse 163 verges à Laval, mais ils ont en haut de 100 verges par la course. À chaque match, il y a 2, 3, 4 gars qui ont porté le ballon suffisamment pour ramasser un 50 verges, 39 verges, un 6, ça. Tu additionnes tout ça, ça donne tout le temps en haut de 100 verges. C'est une équipe complète qui joue bien et tu sens que, malgré toutes les vedettes que tu pourrais avoir là, tout le monde est content de « Hey, j'ai fait mon petit bout, j'ai bloqué, j'ai fait ci. » Puis on a parlé beaucoup cette année aussi de David Dallaire. Mais David Dallaire, là, regarde, reçoit 3 passes. 35 verges. Ballon, reçoit 3 passes, 35 verges. Tu le sais qu'il a bloqué comme un champion du monde encore une fois. Tu sais, ce sont tous des joueurs qui jouent bien leur rôle. Fait que Western, là, est-ce qu'ils ont affronté quelque chose qui ressemble au Rouge et Or de Laval cette année? Je ne suis pas certain. Fait que oui, on voit Western gros, puis avec raison. Ils sont, je pense qu'il faut les considérer favoris. Là, à un moment donné, de la façon dont ils ont dominé la conférence ontarienne cette année, pour moi, il n'y a aucun doute qu'il faut les placer favoris. En plus, ils jouent chez eux. Mais le Rouge et Or de Laval, là, viennent de battre une grosse équipe défensive de Montréal. Ils ont réussi à mettre les points contre Montréal régulièrement dans les 2 derniers matchs contre eux. Il faut lever notre chapeau à cette équipe-là. Ce n'est pas Montréal qui a perdu là, la Coupe Dunsmore. C'est 2 équipes qui se sont frappées face à face, qui ont donné un spectacle formidable. C'est Laval qui en ressort parce qu'ils ont réussi à se positionner avantageusement en début et en fin de match pour aller grappiller un point là et un point là. Puis le point de la fin,
qui s'en vont chercher en plaquant Carl Chabot dans la zone des buts. Tu as parlé de Charlie Tardif. Écoute, c'est un grand jeu de football canadien là, qu'il a fait. Puis on peut mettre ça sur le dos de Chabot, aurait dû botter le ballon à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans la tête de Carl Chabot. Lui, il a jugé qu'au moment où il prend le ballon, il regarde ce qu'il y a devant lui, il s'est dit, j'ai le temps de sortir. Il n'a pas réussi. C'est facile de lui taper sa tête, de dire, hey, botte le ballon. C'est vrai. C'est vrai que c'est des jeux qui sont pratiqués les vendredis quand on fait les unités spéciales. Mais est-ce que lui, malgré tout ça, il s'est dit, j'ai deux options, sortir le ballon avec mes jambes ou en le bottant? Et au moment où il a vu la situation, il s'est dit, j'ai le temps de me rendre, puis finalement, c'est juste arrivé trop vite, puis il n'a pas réussi à sortir. Et à cause de ça, il faut lever notre chapeau à Laval, qui a réussi à profiter d'un positionnement sur le terrain pour savoir qu'il pouvait aller chercher ce point-là. Et ils l'ont fait. Fait que non, c'est une belle équipe de Laval, puis j'aime à dire que Western va en avoir plein les mains contre une équipe comme celle-là. Je suis 100% d'accord. Je pense que Laval, comme tu l'as dit tout au long de la saison, ils ont montré que c'était une équipe qu'ils étaient capables de dominer, même dans les grands moments, de trouver leurs opportunités. Puis du côté, tu as mentionné avec Arnaud Desjardins qui fait un très bon travail pour gérer l'offensive, puis maximiser qu'est-ce qu'il a avec ses joueurs. Mais je pense qu'il a quand même montré tout au long de la saison qu'il était capable, dans des grands moments, de faire des beaux lancers, notamment au troisième quart, pour être capable de garder le match sous contrôle, puis de juste faire des passes précises là où ses receveurs peuvent les amener. Puis pour moi, c'est aussi une forme de dominance, une forme de faire des grands jeux de la même façon que Jonathan Sénécal le fait avec ses jambes, par exemple. Fait que pour moi, c'est des très belles choses qui sont montrées tout au long de la saison. Défensivement, le travail de leur... On a mentionné Maxime Lavallée, mais collectivement, ils ont... je pense à un gars comme Alec Poirier, par exemple. Collectivement, ils ont un groupe impressionnant qui sont capables d'avoir des gros stops quand c'est nécessaire. Fait que pour moi, ouais, comme tu l'as dit, ils vont être capables de donner un très grand match à Western. C'est sûr que Western sont les favoris. Là, évidemment, je pense que le Rougeur sont sortis d'un gros match de football assez intense, mais c'était à trop, ils ont réussi à le remporter. Mais je pense qu'ils vont apprendre de ça, puis s'ajuster, puis on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent extrapoler de ce match-là contre les Carabins, puis grandir de ça pour donner une très belle performance contre Western. Ah, je doute pas. Puis, tu sais, tu parles de... On pourrait nommer tous les joueurs de la défensive de Laval. Écoute, moi, je suis impressionné par cette équipe-là. Puis je le sais que c'est parce que nous, on est de Montréal. Fait qu'on a une perspective montréalaise. Pas parce qu'on prend Montréal, mais on a une perspective montréalaise de ce qu'on voit beaucoup. On ne fait pas exprès. Là, mais si on se met dans la peau du Rouge et Or, puis que si le Rouge et Or est l'équipe que tu regardes quotidiennement aller, tu dis, cette équipe-là, elle a juste fait son travail, puis très bien, puis elle a eu à négocier justement avec une défensive de Montréal qui est extrêmement forte, là. Tu sais, sérieusement, comme trio de secondaire, y a-tu mieux au Canada que ceux de Montréal? Je pense pas. Quand tu regardes ça, tu dis, t'es pris à gérer ça. Tu as des Kalen Saint-Cyr, tu as toutes sortes de monde comme ça. Et à la fin, c'est Rouge et Or qui arrive à marquer ses 3 touchés contre une équipe comme celle-là, contre une défensive comme celle-là. Il faut lever notre chapeau. Puis, tu sais, Félix Petit, le safety, là, les plaqués en puissance qu'il a fait dans ce match-là, c'est intimidant, veut pas, là, à un moment donné, de savoir que Félix Petit, il est là, puis il est dans un match où il va te frapper fort, là. Fait que, tu sais, reste réveillé. Fait que s'il arrive à faire ça dans le match au début contre Western, est-ce qu'il va réussir à jouer dans la tête d'un receveur qui ne s'est jamais fait frapper comme ça de la saison? Peut-être, là, je dis peut-être, puis en toute transparence, là, j'ai pas vu grand-chose. En termes de match de football, j'ai regardé des statistiques, j'ai vu des choses, mais en termes de match de football, j'ai pas vu grand-chose de l'Ontario cette année. Fait que j'ai de la misère à retransmettre le feel de qu'est-ce que Western a vécu. Mais ça reste qu'à la fin, le Rouge et Or, c'est la meilleure équipe du Québec cette année. Ils l'ont montré. On les plaçait favoris avant le début du match de la Dunsmore à cause de la façon dont ils ont fini leur saison. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, oui, là. Mais ça reste que c'est pas une équipe du tout qui a volé sa position de champion. Au contraire, c'est une très, très bonne équipe de football, une bonne ligne défensive. William Canville, là, je pense que le monde apprend à le connaître tranquillement, pas vite, ce gars-là. Mais il était sur l'équipe d'étoiles cette année, c'était grandement mérité. Lui puis Jean-William Rouleau, là, wow!
Puis après ça, Alec Poirier, tu l'as mentionné tantôt. Puis tu sais, des Christophe Beaulieu, des Charles-Antoine Beaulieu, puis Petit Bouchard-Lavallée, on l'a dit. Il y a des bons joueurs de football en grosse quantité à toutes les positions à Laval. Ils sont capables d'aller gagner la Coupe Vanier. Pour moi, c'est pas vrai qu'ils vont arriver à Western, la queue entre les jambes, en pensant qu'ils s'en vont là se faire taper dessus. Définitivement, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est une équipe complète. C'est une équipe qu'eux aussi, ils ont montré beaucoup de résilience. Dès la première la défaite qu'ils ont eue contre les Carabins, ils ont appris de ça, se sont réajustés, puis ils ont continué leur travail, puis ils ont affirmé leur dominance jusqu'à la fin de la saison. C'est une équipe que, comme je pense beaucoup de coachs le souhaitent en fin de saison, tu veux terminer bien, avec force, avec une séquence de victoires pour vraiment te réchauffer, puis vraiment être une équipe qui a un bon rythme collectivement, puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Dès leur défaite, ils ont continué à enchaîner, continué à travailler, ils se sont imposés, puis maintenant, ils ont remporté le gros match à Dunsmore, puis ils sont en position pour aller chercher une Coupe Vanier, puis nous représenter, puis ça, je pense que c'est ça qui est le plus beau, puis ça montre encore une fois que partout au Québec, on l'a vu cette saison, dans toutes les équipes, que ce soit le Rougeard, les Carabins, le Vert-et-Or, McGill, Concordia, il y a des joueurs de football partout qui sont exceptionnels. Puis le fait que le Rougeard a réussi à commander en top puis être l'équipe championne, c'est un accomplissement. Puis ça montre à quel point ils sont forts. Fait que pour moi, ils peuvent aller chercher cette Coupe Vanier, comme tu l'as dit. Ah, absolument, absolument. Ben écoute, on va suivre ça avec grand intérêt. Évidemment, ces matchs-là vont être présentés à la télévision, à TVA Sport. Fait qu'on va suivre ça, comme je dis, avec un grand intérêt. Et regarde, on se reparle de tout ça la semaine prochaine. Puis à partir de maintenant, on a le droit d'être plus d'être chauvin un peu. Fait que let's go Rouge et Or. On va se croiser les doigts pour que ça continue. Totalement d'accord. C'est bon, salut. Merci, Jason. Salut. Football collégial, habituellement, on est avec Chris Bemba encore, mais là, on a rajouté un nouveau partner, le nouveau collaborateur sur Bulletin Sportif, qui nous écrit nos textes. Déjà, ça fait 2 textes que tu nous écris sur bulletinsportif.ca. J'invite les gens à les lire. D'ailleurs, Marc Gagnon, bienvenue dans la gang de Bulletin Sportif et du podcast. Hey, bon matin, ça va être un plaisir. On va jaser de ce qu'on aime le plus. Le football, yes. Super excité d'être là. Donc, good. Ben écoute, un gros bienvenue. Chris, ben évidemment, c'est pas parce que tu es là d'habitude, il ne faut pas que je te salue. Salut. Salut Phil. Salut Marc. Hey, salut. Là, à 3, notre but aujourd'hui, c'est de mettre la table sur les matchs du bol d'or en fin de semaine qui vont se passer à Thetford. On a beaucoup de stock, fait que je vous suggère fortement qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec la Division 1. D'ailleurs, ça va être le premier match qui va être disputé à Thetford. C'est vendredi soir. Je rappelle aux gens que ça va être présenté sur les ondes de TVA Sport. Profitons-en, là, les gens qui sont fans de foot, là, écoutez le match à TVA Sport. Donnez-leur le goût de mettre plus de sport étudiant. Ça commence par le foot, ce sera peut-être d'autres choses plus tard, mais donnez-leur le goût de le faire. Fait que soyons là. Le match va opposer les champions de la saison régulière, les Titans de Limoilou, à une équipe qu'on n'a pas vu venir en début de saison. Une équipe, par contre, qui est en feu depuis, la moitié de la saison. Notre-Dame de CNDF, qui ont, eux, remporté leur match 17-9 contre Lennoxville. Je rappelle que Limoilou, eux, c'est 41-12 contre Garneau qu'ils ont remporté leur match de demi-finale. Messieurs, je veux savoir ce que vous en pensez. À tout seigneur, tout honneur, je vais donner la chance à Marc de s'exprimer le premier. Première fois qu'on t'entend parler, fait qu'on va t'écouter là-dessus. Oui, bien ça, on vient un petit peu sur le match de Limoilou-Garneau. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand même. Au collégial, dans le fond, quand on est en play-off, comme ça, on a le choix de recevoir la balle ou d'envoyer notre défensive sur le terrain en partant contre Garneau. J'ai trouvé ça quand même intéressant que coach Parent, qui a la meilleure défensive de la Ligue, décide d'y aller avec son attaque en partant pour donner le ton et puis déjà de créer la séparation avec Garneau. C'est une équipe qui est en confiance des deux côtés de la balle. On aime, ils ont vraiment une belle machine de football. Là.
Donc, évidemment, le match a commencé dès qu'on a marqué rapidement, puis après ça, on n'a jamais vraiment regardé en arrière. C'est une équipe qui est en confiance, qui est prête, qui est rodée. Donc, Limoilou vont être présents vendredi et très prêts pour un match. Est-ce que je comprends que tu vois Limoilou comme l'équipe à battre, je vais le dire comme ça, comme un favori dans ce match-là final? Ben, en fait, j'aime beaucoup ce que CNDF fait depuis le milieu de la saison. En fait, on voit que l'attaque de Mathieu Dumoulin, beaucoup d'RPO, c'est un système qui a pris un peu de temps à s'implanter, mais le corps arrière de CNDF, qui est une recrue, a pris vraiment les choses en main, puis on voit là, qu'ils sont très bien rodés, puis ça fait juste augmenter, même contre une défensive comme Champlain-Lennox, qui a un gros front défensif, une grosse défensive agressive, qui a beaucoup d'attitude aussi, là, on va se le dire. On a quand même réussi à faire des belles choses offensivement. Honnêtement, j'aime l'idée du upset. Ça va être quelque chose de difficile. Ça va être quelque chose de pas facile, mais est-ce qu'on pourrait avoir une surprise? C'est fort possible. Intéressant. Chris, tu vois ça comment, ce match-là pour toi? Est-ce que justement la surprise est-elle possible au-delà de. Bon, tout se peut, là, mais toi, vois-tu CNDF avoir une réelle chance d'aller battre une équipe comme Limoilou, que je veux juste rappeler que c'est l'équipe qui est en finale l'année passée. Il y a une quarantaine de gars qui étaient là l'année passée, qui ont vécu l'agonie de la défaite. Puis qui ont ça probablement derrière la tête, puis qui savent qu'ils ont une job à finir cette fois-ci. Puis l'idée menée, je veux dire, par Justin Cloutier, l'excellent secondaire. Est-ce que franchement, CNDF, oui, qui sont sur une lancée, est-ce qu'ils ont une chance, tu penses, d'aller battre les favoris Limoilou? Favoris. Ceux qui ont fini quand même premiers cette série. Non, on peut dire les favoris, parce que si on parle en termes de classement, tu sais, Limoilou, c'est sûr que c'est eux les favoris. Mais SNDF, on en a parlé la semaine dernière, on l'avait dit que s'ils gagnaient contre Lennoxville, ce ne serait pas une surprise. Oui, c'est un upset si on regarde en termes de classement et tout, ou en termes de powerhouse et tout, mais SNDF, moi, je pense qu'ils peuvent gagner la game. Ils l'ont prouvé contre Lennoxville, qui est quand même une bonne équipe, surtout contre la course. SNDF m'ont surpris, ils ont réussi à stopper Momo, qui est un très grand running back. Puis les Moileaux, on sait que c'est une équipe aussi qui aime beaucoup courir le ballon. Alors SNDF, si ils ont la même approche en stoppant le jeu de course contre les Limoilou, moi, je pense qu'ils peuvent se donner une chance de gagner. C'est sûr qu'au côté offensivement, ça va être assez tough jouer contre Limoilou, une défense quand même assez solide, la meilleure de la ligue, si on peut dire ça. Mais avec Mathieu Dumoulin, tu sais, comme Marc a dit, avec le RPO, ça va être important aussi au QB de faire les bons reads et tout. Puis je pense que avec l'énergie, si on rajoute l'énergie, c'est que je le sors beaucoup durant les playoffs. Puis l'énergie, je pense que va devoir être au rendez-vous là, du côté de CNDF et tout. Puis peu importe qui va avoir le ballon en premier, moi, je pense que dès la première série en offense, tu vas devoir aller chercher des points. Puis du côté de Limoilou, s'ils peuvent s'imposer dès le début du match avec leur jeu de course, je pense que ça va leur donner un gros avantage. Mais CNDF, moi, je serais pas surpris là, qu'ils nous sortent le upset, si on peut dire ça comme ça, avec la fin de saison qu'ils ont eu. Je peux même avant la fin de saison, comme depuis la game contre le Vieux-Montréal et CNDF, même s'ils avaient perdu, mais c'est une game que j'étais présent, puis je l'avais dit que cette game-là, j'avais vu du caractère du côté de CNDF, puis depuis ce temps-là, ils n'ont jamais perdu, ça en dit beaucoup. Aussi, ça va être intéressant comme match. T'as raison. Vas-y, Marc. Excuse-moi. En fait, je pense qu'il faut vraiment que CNDF arrive à déranger Jérémy Ouellet. Il ne faut pas qu'il soit capable de... Il faut le ramener à quelque chose d'unidimensionnel parce que quand même, il y a des bonnes jambes aussi, là, il est capable de courir aussi. Si on est capable de créer quelque chose, de le mettre inconfortable, on a peut-être une chance. Bien, je trouve intéressant l'idée qu'on soulève la défensive de CNDF parce que CNDF, tu l'as mentionné, le carrière depuis qu'il est arrivé, Alexis Delisle, à chaque match, puis c'est statistique, là, c'est même pas, même quelqu'un qui n'est pas observateur de la game, qui voudrait juste voir les statistiques, statistiquement parlant, il est meilleur à chaque match depuis qu'il est rentré en ligne, qu'il est rentré dans le match. J'ai parlé à Marc-André Dion, l'entraîneur-chef de CNDF, puis il l'a dit, là, le changement de momentum est arrivé au moment
où on a fait rentrer Alexis Delisle comme carrière pendant la saison. Ça a été marquant. L'autre élément qui va être à surveiller, c'est en attaque aussi, c'est Rémi Nadeau, évidemment. Mais je reviens sur la défensive. Ils ont réussi, CNDF, à contenir leurs adversaires vraiment de manière solide depuis longtemps. Là. C'est 3 points contre Saint-Jean, 7 points contre Garneau, 15 points contre Vanier, 17 points contre Vanier, puis 9 points contre Lennoxville. Tu vas me dire, ce n'est pas juste des puissances offensives qui ont arrêté. Mais à un moment donné, quand tu donnes 3 points puis 7 points, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Là? Je disais, l'autre équipe, tu as beau dire, c'est pas sa force, tu les as contenus. Puis Lennoxville, 9 points seulement, là. Ça reste que le monde est habitué de voir Lennoxville, des gros gars de la défense, mais il y avait Jerry Momo et Zachary Bouchard à arrêter. Là. Ah ouais. Est-ce que le jeu au sol de Limoilou est à ce point plus fort que celui de Lennoxville? Moi, je pense que non. En fait, il n'est pas plus fort que celui de Lennoxville. Fait que défensivement, ils ont ce qu'il faut. Là, notamment, tu parles de joueurs, mais un Charles-Antoine Ledoux, lui aussi, là, il a monté son jeu. Il a été solide en fin de saison. Oui. Puis, il ne faut pas oublier que les 9 points, en passant, c'est une erreur sur les unités spéciales. Fait que la défensive n'a rien donné. Non, exactement. Oui. Jerry Momo, pour l'avoir vu live un match, là, c'est un phénomène. Je ne suis pas surpris que l'année prochaine, on le voit jouer, mais de l'autre côté de la frontière, là, parce que c'est vraiment une exception. Là. Fait que, oui, effectivement, CNDF ont ce qu'il faut. Là. Non, mais là, on parle beaucoup de CNDF. Tu sais, Limoilou, parce que CNDF est intéressant, intriguant pour beaucoup de monde. L'année passée, ils ont fini, je pense, avec une seule victoire. C'est une équipe qui a fait un turnover complet. Là. Fait qu'à quelque part, il y a quelque chose de magique un peu à regarder CNDF aller, puis ça devient intriguant. Sauf que Limoilou, je m'excuse, là, qui a dérangé la défensive de Limoilou cette année, vraiment? J'ai pas vu personne les déranger. C'est une équipe qui, tu l'as dit, ils ont décidé de commencer avec le ballon dans un match où est-ce qu'ils auraient très bien pu faire comme tout le monde fait, commencer avec leur défense, prendre le ballon en deuxième demi. Non, ils ont décidé de s'imposer. Mentalement, ils sont très forts. Puis Dave Parent, il sait quoi faire. Il a organisé son équipe pour dire, c'est nous autres, on s'occupe de nos affaires, on fait nos affaires à notre manière. Puis jusqu'à date, le Limoilou, oui, là, si on veut l'appeler comme ça, on ne peut pas rien dire contre. Puis bonne chance pour vrai à CNDF. Là, je veux bien qu'ils sont sur un nuage, puis ça va bien. Mais c'est un mur, Limoilou. J'ai juste un mot en tête, c'est intimidant. Ils sont intimidants des deux côtés de la balle, même des trois côtés. Là, on parle aussi des unités spéciales. Philippe Forteza, le batteur, là, as-tu vu une jambe? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une jambe si puissante, là, de la pure puissance. Là. Et c'est impressionnant. Ça, c'est important en playoff, là, justement, là, dans des situations où tu as besoin en special team, tu as besoin d'avoir quelqu'un là, qui va pouvoir changer la game là, quand tu en as besoin et tout. Ça va être intéressant de voir aussi les special teams jouer là, durant la finale. Mais les Limoilou, mentalement, je pense que eux, ils vont devoir être prêts. Là, comme tu as dit, Phil, de l'année dernière, ils sont allés en finale, ils se sont fait surprendre par Vanier et tout. Puis en plus, la majorité des joueurs sont revenus. Je pense que là, cette année, ils doivent finir. Là. Ils doivent finir bien la saison et tout. C'est sûr, ça rajoute une pression. Parce qu'on dit que oui, ils sont les favoris et tout, mais ça leur rajoute quand même une pression à Limoilou parce que tout le monde dit que vous êtes censés gagner. Puis l'année dernière, ils ont perdu. Je pense qu'ils ont vu quand même le même hype l'année dernière qu'ils ont perdu en finale. Et cette année, je pense que les gens pensent qu'ils vont aller là-bas en mode ça va être facile et tout, mais c'est sûr qu'ils doivent avoir un petit stress, sachant que CNDF ils viennent avec un hype, puis sachant que c'est passé l'année dernière. Mais Limoilou, moi, je ne veux pas dire qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils ont de fortes chances de gagner. Mais CNDF, là, moi, c'est une équipe à sauver. Ils peuvent nous donner une bonne game. On va avoir un bon match, aucun doute. Puis moi aussi, je mets Limoilou quand même favori. Si j'étais obligé de choisir, je vais mettre eux autres. Je vais finir avec ce que Dave Parent m'a dit à ce sujet-là. Il dit, l'année passée, quand on est arrivé, on a vu les gars de Vanier. Il dit, je sentais que les gars de Vanier s'en venaient travailler, alors que nous autres, on était à Walt Disney. Il dit, je pense que nos gars le savent aujourd'hui, c'est quoi que ça prend. Puis ça peut faire une sérieuse différence. Sur ce, allons à la D2. Division 2, on va avoir un match très intéressant entre les Nomades de Montmorency qui ont gagné par
Ben écoute, ça aurait pu aller en prolongation à la fin. Ça finit 31-28 pour Montmorency contre une équipe de Valleyfield qui a été extraordinaire, qui était loin d'être une proie facile. Et ils s'en vont jouer contre Sherbrooke. Et Sherbrooke a créé la surprise en allant battre John Abbott chez eux. Et Sherbrooke, c'est aussi la seule équipe qui a battu Montmorency. Pour ce que ça vaut, c'était le dernier match de la saison qui avait peu d'impact sur le classement. Mais tout ça pour dire qu'ils ont battu pareil. Fait que dans la tête, il y a peut-être un doute d'un côté puis une confiance de l'autre. Donc, je vous laisse aller là-dessus. Chris, tu vois quoi de ce match-là? Tu t'attends à quoi? Ben, tout d'abord, félicitations aux deux équipes. Sherbrooke, bonne game contre John Abbott. Ils sont allés chercher ça, éliminer les champions en titre. Puis tu l'avais dit, Phil, tout au long de l'année que Sherbrooke, défensivement, c'est ça leur identité. Puis ils l'ont prouvé encore contre John Abbott et tout. Ça va être intéressant aussi de voir l'approche qu'ils vont voir contre l'attaque de Montmorency, que eux, au match contre Valleyfield, moi, c'est mon opinion personnelle par rapport à Montmorency. J'ai pas vu le Montmorency offensivement que j'aurais aimé voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, oui, ils ont couru avec le ballon, mais je pense qu'ils ont couru un petit peu, peut-être trop avec le ballon. Je sais pas. Peut-être mon opinion à moi. Puis je sais que, oui, on dit qu'en playoff, tu dois courir avec le ballon, mais c'est sûr que si tu as le meilleur quart arrière et tu as le meilleur receveur dans l'équipe, tu dois le feed. Ils l'ont fait, mais je pense que, ils devraient un peu plus utiliser la passe contre Sherbrooke. Malgré, même s'il neige et tout, je me dis c'est la dernière game de la saison. Tu as le meilleur quart arrière au Québec, tu as un des meilleurs receveurs au Québec aussi. Puis quand je dis passer le ballon, tu n'es pas nécessairement obligé de faire toujours des bombes, des longues passes. Parce qu'on sait que ça va être une game qui va se finir comme sur mon 4e quart par 3 points, whatever, un touché. Ça va juste être important d'aller avec des petites passes, des screens, des jets avec Mr. Cool. Parce que Mr. Cool a besoin du ballon dans ses mains. Et moi, je pense qu'il va devoir toucher le ballon un minimum de 10 fois. Puis c'est sûr qu'avec le jeu de course, ça peut aider, mais je pense qu'il devrait quand même focusser à donner le ballon à Charland. Comme je répète, c'est pas obligé de lancer des longues passes et tout, mais ça va être intéressant de voir leur approche. Puis de côté de Sherbrooke, moi, je pense que avec la game que Montmorency a eu contre Valleyfield au niveau de la course, je pense que Sherbrooke vont devoir bien courir le ballon, s'imposer au niveau de la course, ce qui va ouvrir des fenêtres quand ils vont essayer de faire des jeux de passe. Moi, je pense que l'approche de Sherbrooke, moi, si je serais le coach de Sherbrooke, je serais venu courir le ballon, prendre le ballon contre Montmorency parce que c'est ça leur faiblesse, puis après leur surprendre comme Valleyfield l'a fait avec des jeux au milieu du terrain. Parce que ça va faire ce que les linebackers, on l'a vu durant la game, se rapprochent, ils respectent la course, ils veulent arrêter la course, tu trouves une petite fenêtre, tu lances le ballon. Boom, that's it. Sur ça, je pense que ce serait l'approche de Sherbrooke. Puis, Sherbrooke, la dernière game, tout ce qu'on fait, c'était pas mal des déplacements, ce qui veut dire qu'ils sont pas nécessairement obligés d'aller chercher des 7 points, 14 points, 21 points et tout. Tu peux juste avancer le ballon, contrôler la game, faire un petit field goal. C'est pour ça que Montmorency, il va falloir que moi, je pense qu'ils doivent pas jouer la game de OK, cours le ballon, nous, si on est capable de courir. Leur identité, c'est de lancer le ballon, contrôler le temps, ça va être le plus important durant cette game-là, avec le temps qu'il va faire, contrôler le ballon, garder le ballon le plus longtemps possible en offense, puis laisser la défense faire le reste de la job. Je pense que la difficulté, super analyse en passant, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ce qui m'inquiéterait un peu du côté de Sherbrooke, c'est qu'on a eu de la difficulté à avoir une attaque au sol qui est soutenue. Cette année, bon, on a quand même des bons porteurs de ballon. On a de la misère à garder, par contre, un momentum avec ça. La température qui s'en vient en fin de semaine, ça risque d'être difficile, mais il faut absolument faut trouver une façon de donner la balle rapidement à nos playmakers. Là. On parle du Bois-Farrar, entre autres, Baillargeon aussi, qui est venu porter la balle là, des receveurs, là, les slot receivers. Faut être capable d'amener quelque chose, d'amener un sol qui est un peu plus constant. Défensivement, effectivement, je pense qu'on est capable de matcher Montmorency de ce côté-là. 5 interceptions en fin de semaine. La défensive de Sherbrooke contre Abbott, qui a une très belle attaque aussi. Donc c'est sûr que défensivement, on est prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va être capable de faire au niveau du sol? Puis Montmorency, belle équipe, des athlètes des deux côtés de la balle. On est capable d'aller courir. On peut donner la balle partout aussi.
Parce que ça, j'aime beaucoup l'attaque de Momo. On va vraiment n'importe où, on attaque le périmètre, on vient avec des jeux balayés, des petites passes rapides. On est capable d'aller dans les zones profondes aussi. Fait que non, ça va être un beau duel bien intéressant. Yes. Vous amenez des points intéressants du fait qu'on se retrouve à avoir deux équipes où est-ce que tu as un peu force contre force, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec l'attaque aérienne de Montmorency qui est l'identité de cette équipe-là. On parle beaucoup d'Olivier Cool, mais il y a un gars dont on parle peu puis qu'on devrait, parce que c'est un gars ultra important aussi, c'est Geoffrey Mubenga. Ce gars-là a été la deuxième option de Victor Charland toute l'année. Dans le dernier match, Olivier Cool a attrapé juste 2 ballons. C'est Mubenga qui était là. Ce gars-là, toute la saison, a montré à quel point il était un gars important. Et ce qui va arriver, c'est que Sherbrooke risque fortement de mettre Léo Roy. Léo Roy, c'est un gars que si tu ne regardes pas les matchs, je ne sais pas c'est qui, là, mais si tu regardes les matchs, tu sais c'est qui, parce que Léo Roy, c'est le vrai couteau suisse de Sherbrooke. Léo Roy, c'est le gars que tu t'en vas mettre one-on-one contre le meilleur joueur adverse. Et Léo Roy, il va aller se coller sur Olivier Cool tout le match parce que n'importe quelle équipe de football, un coach de défensive qui a la chance de dire je vais annihiler Olivier Cool. Si tu as les moyens de le faire, tu le fais. Et ce qui arrive, c'est que Mubenga, à ce moment-là, devient une option vraiment intéressante. C'est un receveur haut de gamme. Là, okay? On parle d'Olivier Cool parce qu'Olivier Cool, il est dans une classe à part. Mais Geoffrey Mubenga, ça va être un joueur ultra important. Puis il y en a un autre receveur qui n'a peut-être pas connu la saison qu'on s'attendait, qui n'a pas reçu énormément de passes. Pourquoi, je ne le sais pas, mais qui reste un gars il est à un jeu de te faire de te défaire ton plan de match chez Zachary Long. OK? Un autre receveur de haut calibre. Fait que là, tu te retrouves avec 3 gars vraiment, des gars qui peuvent être des receveurs numéro 1 dans n'importe quelle équipe. Victor Charland, tu l'as dit, un grand carrière. Et c'est cette équipe-là qui, comme tu dis, va devoir se battre contre la défensive contre la passe de Sherbrooke qui a été excellente toute l'année. Tu as mentionné les 5 interceptions de la semaine passée contre Kellen Trépanier. C'est ça, Sherbrooke. Ils trouvent le moyen de te faire mal paraître constamment. Fait que, tu sais, j'ai parlé de Léo Roy, mais tu sais, c'est pas une équipe qui est remplie de, tu sais, un peu comme Limoilou, mettons, en D1 avec son Justin Cloutier, que tu le sais que, oui, il est entouré de bons gars, mais c'est le mâle alpha de la gang. Ils n'ont pas nécessairement ça. Ils ont plein de bons joueurs qui font très, très, très bien leur travail. C'est une équipe pas nécessairement compliquée, mais que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le demi de coin, il est collé sur ton receveur. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gars sont bien positionnés tout le temps. Qu'est-ce que tu vas faire? La pression de la ligne défensive est là. Est-ce que c'est 87 sacs? Non, pas nécessairement. Elle est là. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile parce que c'est des gars qui exécutent puis ils sont là. Et c'est pas... Je parlais à Kellen Trépanier puis il dit non, la lecture est facile contre eux, c'est juste qu'ils sont là. Fait qu'ils te font faire des erreurs. Donc ça va être ça, puis ça va être la façon dont Victor Charland va gérer son match dans ce cas-ci. Puis est-ce qu'il va pouvoir compter sur un jeu au sol? Tu sais, c'est une équipe qui n'a pas des verges par course très élevées. Ils n'ont pas de joueur qui part et qui fait une course de 35 verges. Ils n'en ont pas. C'est pas ça qui arrive vraiment dans cette équipe-là. Et je dis ça, puis ça va arriver en fin de semaine, mais c'est pas comme ça à Montmorency. Pourtant, tu sais, Montmorency, là, tu regardes l'équipe, ils ont tous les joueurs pour gagner ce match-là, à toutes les positions. Leur défensive est jeune, mais c'est des gars très, très, très talentueux. Donc, la bataille des revirements va être majeure parce que si Sherbrooke, c'est une équipe qui le fait par le fait qu'elle est systématique, bien, Montmorency, ses revirements, s'il a réussi à les faire, c'est par son énergie, par sa fougue, par son intensité. Fait que cette bataille-là va être majeure dans le match. Ouais. Exact. Ça va être quelque chose d'intéressant, mais il faut falloir, comme tu as dit, il y a Olivier Cool, mais qu'est-ce qui est intéressant aussi pour Charland, il y a d'autres armes, justement, offensivement, pour l'aider, justement, à distribuer bien le ballon. Mais moi, ça reste qu'Olivier Cool doit toucher au ballon minimum 10 fois dans ce match-là. Il doit avoir le ballon. Ce dernier match, il doit mettre le ballon. Puis qu'est-ce que j'avais aimé, même s'il y a eu seulement 2 catchs à la dernière game, j'avais aimé
le premier touché, ils ont isolé Olivier Coul comme receveur éloigné. Ça, j'avais trouvé ça intéressant. Il y a plusieurs façons. Tu peux mettre Olivier Coul en position pour qu'il ait le ballon. Ça va être, moi, je pense qu'on devrait focuser sur ça. Puis qu'est-ce qui est bon, tu as Jeffrey. Je dis bien son nom, Jeffrey? Oui, Jeffrey. Jeffrey. Je sais pas comment il prononce exactement, puis on s'en excuse, mais je vais le dire. Je sais qu'il se fait appeler Gaufre par les joueurs. Mais bon, Gaufre. on va appeler notre frère Gaufre. Gaufre va devoir step up comme il a fait. Puis ça, c'est bon s'il l'a fait au dernier match aussi. Zachary Long aussi, qui était un receveur très intéressant aussi. Je pense que ça va être correct. Moi, je pense que si la défense de Sherbrooke focus sur Olivier Coul, ça va permettre aux autres receveurs d'être ouverts. Puis je pense pas que Sherbrooke vont faire ça parce que, justement, Montmorency, ils ont des receveurs justement qui peuvent te faire mal. Montmorency va devoir profiter de ce fait-là pour justement feed Olivier Coul de peu importe la façon. Mais moi, je pense que le jeu de course, même si on dit que c'est les playoffs, il neige, they still gotta throw the ball, man. They still gotta throw the ball parce que c'est leur identité. Puis moi, je pense que c'est de la façon qu'ils vont gagner cette game-là. Pas en courant le ballon. Moi, je pense pas que c'est de la façon que Montmorency va gagner. Mais il va falloir être patient. Alors que quand tu lances le ballon, souvent, tu deviens un peu impatient quand les verges n'arrivent pas. Ça va être une game de patience. Yes, pas le choix. Ce que j'aime beaucoup, par contre, du côté de Sherbrooke, les unités spéciales, leur botteur, on parlait du botteur de Limoilou tantôt, le botteur de relais de Sherbrooke, non seulement a fait des placements, mais a une bombe quand on fait des bottées de dégagement aussi. Donc, positionnement du terrain va être super important. Puis, Sherbrooke, ils sont teigneux. Ils s'accrochent dans le match, ils travaillent fort tout le temps. Tu sais, contre Abbott, ils ont tiré de l'arrière presque tout le match. Là. Et puis, on n'a jamais cédé. On a continué à travailler. Donc, ça, c'est l'attitude que ça prend pour des championnats. Puis ils ont un carrière très talentueux aussi, il faut leur donner. Là, pas, on parle de Charland, là, mais Samuel Goulet-Ménard, c'est pas un 2 de pique, c'est pas un gars qui est juste là pour tenir le ballon. Rapidement, moi, je vois Montmorency gagner ce match-là malgré tout. J'ai vraiment l'impression que s'ils sont à leur affaire, ils sont en contrôle de leurs émotions, puis qu'ils s'en vont là avec l'idée de rester concentrés du début à la fin. Moi, je donne Montmorency gagnant. Je m'attends à ce que l'équipe la plus talentueuse globalement, puis ça n'enlève à rien, là, il y a plein de bons joueurs à Sherbrooke qui méritent d'être là, ils sont excellents. Je m'attends à une victoire de Montmorency. Vous autres, vous voyez qui? Marc? Je vais y aller avec Sherbrooke dans un match hyper serré. Honnêtement, là, je m'attends à ce que ça soit jusqu'à la fin. Le travail, la défensive, la gagne des championnats, dans une température qui, samedi, on s'entend qu'il va faire froid. Sherbrooke par une petite chose. Mais ça va être un excellent match. Ça, c'est clair. Moi, je joue avec Montmorency. Défensivement, je pense qu'il nous réserve quelque chose d'intéressant. Là, les linebackers de Montmorency, je pense qu'ils vont nous donner un petit quelque chose d'intéressant. Ça reste à voir et tout. Mais sinon, blague à part, là, Montmorency, je pense qu'ils vont remporter ce match-là. Tout simplement, ils ont le meilleur QB au Québec. So, I'm gonna leave it that. So, c'est le meilleur QB au Québec. So, je donne l'avantage à Montmorency. Big time players, mais big time plays in big time games. So, je pense que Charland va avoir une très bonne game. Puis, quand je dis une très bonne game, je ne parle pas en termes de stats, je parle en termes de contrôler le match, lead son équipe et tout. Autant, puis c'est pas parce que tu es un QB que tu peux pas lead ta defense. You know what I'm saying? So, tu peux juste lead juste avec ta présence et tout. Puis je pense que Charland va nous montrer c'est qui le big dog durant la finale. Très intéressant, ça va être à suivre. Ça, c'est samedi après-midi. Et samedi soir, ça va être le match en Division 3. Réplique de la finale du Bol d'Or de l'année passée. Encore une fois, Beauce-Appalaches contre Jonquière. Les deux équipes de la section nord-est de Division 3 qui ont démontré une domination, encore une fois. Particulièrement Beauce-Appalaches qui a laissé aucune chance à ses adversaires. Contre Victoriaville, une victoire de 46-7. Et puis, Jonquière de l'autre côté qui est allé battre Huntsic. Mais ce match-là est moins est plus serré qu'il l'a montré. Il y a eu une grosse partie du match où il n'y avait pas de points qui se faisaient. Le début de match a été, je dirais, d'un côté et de l'autre, là, ça se répliquait. On a eu du bon football. Ça s'est joué à quelques jeux. Visiblement, Jonquière a fait moins d'erreurs que Huntsic, des exécutions à des moments clés. Mais à la fin, oui, ça finit 35-16. Mais la réalité, c'est que ce match-là est peut-être plus proche. Ça reste qu'Huntsic, c'est une équipe qu'on avait vu dominer dans la Sud-Ouest. Puis à la fin, ils ont perdu contre Jonquière. Fait que ça va être intéressant de voir. Est-ce que Jonquière a ce qu'il faut
pour enfin gagner un match. Ça fait 2 ans que Beauce-Appalaches est en Détroit. Beauce-Appalaches n'a toujours pas perdu un seul match depuis qu'ils sont en Détroit. Ils ont gagné l'année passée, évidemment, vous aurez compris, et ça fait 5 fois qu'ils battent Jonquière. Fait que Jonquière a beau être l'évident deuxième, même si ça fait 6 fois, ça va être la 6e fois de suite là, que Jonquière s'en va en finale du Bol d'Or. Est-ce qu'ils ont vraiment ce qu'il faut? Ben, ce qu'il faut. C'est mal dit parce que quand je le dis de même, ça a l'air de manquer de respect, mais c'est pas ça. Est-ce qu'ils ont en eux le petit quelque chose qui va faire la différence, qui va monter d'une coche ou qui va déranger assez Beauce-Appalaches pour gagner, ou s'il faut laisser à Beauce-Appalaches toute la place et dire voici, vous avez un bol d'or encore dans vos mains. Marc? On va avoir un match. OK. Est-ce que les Gaillards peuvent, au bout du compte, battre les Condors? Ça, j'en doute un peu. Il y a des choses que j'ai vues du côté de Jonquière contre Onsic, là, notamment la protection de passe au niveau de la... On ne laisse pas beaucoup de temps à notre corps arrière, tout ça. Le front défensif, les Condors, là, c'est un peu le Limoilou aussi en Division 1, ils sont intimidants. Là. Des deux côtés de la balle, on est capable de courir offensivement. Ils sont impressionnants aussi défensivement. On est capable de shut down pas mal toutes les attaques. Il y a des petites choses comme ça qu'on voit qu'on n'est peut-être pas nécessairement au même niveau. Physiquement, il ne faut pas se leurrer. Là, les Gaillards sont les Gaillards. Hein, oui. S'il y a une équipe présentement en Division 3 qui peut matcher, au moins se rapprocher un peu de Beauce-Appalaches, c'est les Gaillards des deux côtés. Par contre, c'est ça. J'ai aimé ce que j'ai vu de Jonquière, par contre, contre Onsic. On a vu des stratégies offensives, défensives qui ont très bien fonctionné. J'avais l'impression tout le temps qu'Onsic était un peu en arrière au niveau des ajustements. Tout ça, puis au fur et à mesure que le match avançait, là, on voyait que les deux lignes, là, les tranchées, là, soit à l'attaque en défensive, là, on gagnait nos batailles à 1 contre 1. Là. Donc, on voit que physiquement, on est prêt. Là. Donc, mais est-ce que ça va être suffisant? Là, j'aime beaucoup les underdogs d'habitude, mais là, faut regarder le match. Il faut regarder la réalité comme elle est. Là. Les Condors sont dans une classe à part. Moi, je partage la même opinion que Marc, puis je me dis, c'est leur 6e affrontement en 2 ans. Le résultat est le même. Et tout, c'est sûr que moi, je pense que, désolé, Jonquière, s'ils veulent gagner la game, moi, je pense pas que ça va être avec des X et O's, là, les plays. Je pense que ça va être... il va falloir qu'ils créent quelque chose, je sais pas. Ça va être, exemple, un point return pour un TD, un kick-off return pour un toucher, une interception, un force fumble. Tu sais, quelque chose qui va faire en sorte que le momentum va switcher d'un bord de l'autre. Mais si on parle en termes de X et O, je pense que ça va être beau, ça passe. Comme c'est leur 6e affrontement en 2 ans, le résultat est le même. Puis c'est rien pour enlever à Jonquière, mais Beauce-Appalaches, c'est l'équipe dominante. Ils écrasent tout le monde, sont en contrôle, sont confiants, ils savent ce qu'ils font. Puis je pense que c'est une équipe que tout le monde sait dans la ligue. Là, ils l'ont montré justement avec le Sud-Ouest. En tout cas, les Victoriaville et tout, ils les ont montré que c'est des big dogs pour montrer que, tu sais, c'est... Moi, je vois pas, désolé, tu sais, à Jonquière, mais je vois pas comment Jonquière pourrait faire. Ben, c'est pas que je vois pas. À la fin de la journée, il y a une game de football qui doit être jouée, mais je donne l'avantage à Beauce-Appalaches, une équipe très intéressante, puis ce serait le fun. Moi, j'aurais aimé, tu sais, les gagnants de la Division 3 peuvent jouer contre les gagnants de la Division 2, là, étant donné que Beauce-Appalaches, là, ça fait 2 ans là, qu'ils smackent tout le monde. Ce serait intéressant, tu sais, de les voir jouer contre peut-être une équipe d'une autre division. Mais ça, c'est juste mon opinion à moi. Tu pourras rendre encore le truc un peu plus intéressant, mais sinon, ça va être un bon match. Je dis pas que ça va être un massacre, parce qu'on a vu quand même les games, là, Jonquière sont capables de marquer contre Beauce-Appalaches. Pensez pas que ça va être un 50-0. Ça va être une bonne game, mais ça reste que l'avantage va être du côté de Beauce-Appalaches, là, selon moi. Oui, c'est 2 équipes qui ont beaucoup de puissance dans les tranchées. C'est vraiment des grosses équipes. Et puis, ça permet d'avoir du déploiement offensif parce que généralement, leur grosse ligne offensive est dominante contre les lignes défensives adverses. Fait que ça permet autant Thomas Jean avec l'équipe de la Beauce que Olivier Lefebvre avec Jonquière d'être capable de s'exprimer. Maintenant, là, c'est différent parce que je pense que
peut-être la plus grosse différence, c'est probablement que entre les deux équipes, je parle. Parce que quand on voit les deux équipes jouer contre d'autres équipes, on dirait, j'ai l'impression que ça se passe de la même façon. Quand on regarde les deux équipes, la façon dont elles gagnent contre les autres équipes. Entre eux autres, ce qui fait souvent la différence, la ligne défensive de Beauce est capable de contenir le jeu de Jonquière un peu plus. Donc, tu sais, c'est pas là, mais, tu sais, je trouve que c'est là la plus grosse différence. Mais on va les voir, là. Enzo Dioulou, là, si vous ne savez pas c'est qui ces joueurs-là, Enzo Dioulou à Jonquière, le numéro 11, le porteur de pas le porteur, mais le receveur de passe. C'est quelque chose à voir. Samuel Paquet-Louis, le numéro 2, le porteur de ballon de Jonquière, un autre excellent joueur. Puis bon, je parle de Thomas Jean, le corps arrière. C'est un gars qui est capable de tout faire. Hein. Il court aussi. D'ailleurs, il vient d'annoncer qu'il s'en va à Sherbrooke l'an prochain. On en reparlera dans un autre podcast. Puis, il y a évidemment son complice, Jérémy Gosselin, receveur de passe, le numéro 3 de la Beauce. Fait que ça va être les joueurs offensifs à surveiller. Puis, je veux pas écarter Alexandre Lessard, le porteur de ballon en Beauce, numéro 11. Fait que ces joueurs-là, ça va être les outils à surveiller. Mais les lignes. Je sais que c'est pas toujours sexy, mais quand vous aimez le football, tabarouette, c'est là que ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Le trenches. Exact. Dans un match dans la neige comme ça, tu sais jamais, il y en a un qui peut glisser plus souvent que d'habitude, puis c'est l'autre qui gagne. Ça va être intéressant de voir ça. Yes, sir. Yes, sir. Il faut que les gaillards sèment le doute à quelque part avec les Condors, en forçant le jeu. Il faut que tu provoques quelque chose. Faut que tu as l'équipe à battre, c'est bon, ça t'arrache. Donc, il faut que tu arrives avec de quoi un match, ton game plan, faut que tu l'exécutes à la perfection. Crée quelque chose, et peut-être qu'il va se passer. Si vous êtes les deux, vous êtes deux coachs, là, je vous le demande, là. Vous faites quoi justement? Ça fait 5 fois que la recette marche pas mal, mais pas assez pour gagner. Qu'est-ce que vous faites? À quel point tu dis, OK, mon game plan, puis il faut exécuter? Oui, c'est sûr. Est-ce que tu y vas avec des jeux truqués un peu plus ou c'est simplement une question de changer changer des positionnements sur le terrain, cacher un peu plus tes jeux? Dans le fond, tu fais la même affaire, mais en modifiant tes dispositions de joueurs au départ. À quel point tu veux changer les choses ou en tout cas offrir quelque chose de différent en finale, sachant que peut-être justement l'exécution peut être plus difficile si tu ne les as pas pratiqués tant ces jeux-là. Vous autres, comme coach, vous voyez ça comment? Est-ce que tu arrives fair and square comme d'habitude puis tu dis juste, bon, cette fois-là, on exécute mieux ou non, tu essaies d'autre chose? Moi, je pense que tu dois avoir au moins 2-3 jeux truqués. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas rouler 15 jeux truqués dans un match. Là, peut-être 2. Moi, je pense que 2-3 jeux truqués en poche, mais comme j'ai à la fin de la journée, moi, je pense que ce sera plus dans un changement un revirement de situation, ou peu importe, que ce soit un punt return pour un TD, kick-off return, quelque chose. Faut qu'il y ait quelque chose qui... Parce que si on fait juste parler, exemple, plan de match, guys, il faut qu'on mette des points sur le board, puis le defense, il faut qu'on arrête beau sa palage. Moi, je pense que cette approche-là, après 5 fois, ça n'a pas marché. I guess tu dois quand même avoir un plan de match. C'est sûr, c'est une game de foot. Tu dois jouer au football, mais c'est sûr que tu dois rajouter un petit spice. Là. You gotta add a little more spice. Et aussi, ce que je pense que Jean-Pierre va devoir faire aussi, c'est aux côtés de l'énergie, man. S'ils sont capables de rentrer dans la tête aussi, parce que les gens ça, c'est la technique Chris Bemba, là. Ça, c'est là que tu exact. Non, mais tu sais, c'est ça que tu dois faire. À la fin de la journée, you gotta find ways, you know what I'm saying? So, quand je dis, c'est pas manquer de respect à l'adversaire, mais écoute, tu peux parler un peu à l'autre adversaire, essayer de le sortir de sa game. Tu dois trouver une façon de déstabiliser. Pour savoir, parce qu'ils sont trop à l'aise, ils font ce qu'ils veulent. So, moi, je pense que l'approche, tu dois avoir une approche différente. Est-ce que c'est les joueurs vont être un peu plus, parler un peu plus? I don't know, mais tu dois trouver quelque chose de différent. Puis moi, si on peut parler, tu sais, de l'année dernière, quand mon école, on avait joué contre Dalbévieux qui s'en vont justement en finale Division 2 au Bol d'Or, qui est un excellent programme. C'est une équipe qui était comme beau, ça paraît très dominant. Puis eux, ils aimaient parler beaucoup aussi. So, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé aussi de jouer à leur game, essayer de rentrer dans leur tête. Ça a un peu marché, tu sais, en début de match et tout, mais à la fin de la journée, ils sont sortis gagnants parce qu'ils étaient plus forts et tout, mais c'est sûr que tu dois trouver une façon différente. C'est pas juste avec des X and O's. Exemple, guys, comme j'ai dit, il faut qu'on aille marquer, il faut qu'on les arrête, tu dois aller
chercher quelque chose de différent pour déstabiliser le beau sapin-là. Ouais. Ah, faut que tu sèmes le doute. Faut que tu sèmes le doute à quelque part. Puis si on est capable de rester dans le match en première demi, le score est serré, on score sur la première drive. Tu sais, Beauce-Appalaches, si on a tiré de l'arrière, comment ils vont réagir? Est-ce qu'on l'a vu cette année, vraiment? Cette année, non, mais la seule fois qu'on les a vus tirer de l'arrière, je te dirais en 2 ans, c'était en demi-finale contre l'Anneau l'année passée. Puis à un moment donné, ils ont juste ils ont mis la switch à on, puis ils ont décidé que, OK, on joue notre game, puis ils ont remonté la pente. Parce que c'était intéressant. L'Anneau d'hier avait tout pour leur mettre le doute, mais ils avaient bien réagi. En tout cas, les entraîneurs ont assurément bien réagi. Maintenant, les joueurs qui sont encore là, Thomas Jean, Jérémy Gosselin, les gars qui sont aujourd'hui encore dominants dans l'équipe. Puis là, on nomme les joueurs qui ont le ballon, là, mais je reviens, on pourrait nommer bien des joueurs qui étaient dans l'équipe l'année passée. Ils l'ont vécu aussi. Fait que c'est intéressant de savoir que oui, ils ont déjà eu du doute une fois dans leur vie. Comme ça. Mais, fait que malgré le fait qu'en plus, ils ont confiance, ils savent que si jamais ça partait mal, ils ont ce qu'il faut, ils sont capables. Maintenant, ils sont quand même pas habitués de mal partir. Puis, c'est sûr que tu dis pas à Jonquière, faites comme d'habitude, puis laissez-les prendre les devants. Non, mais tu veux le créer, ce doute-là, c'est sûr. Mais regarde, ils l'ont vécu une fois dans leur vie. Maintenant, peut-être ça vaut la peine d'essayer une deuxième fois, voir s'ils vont bien réagir encore. C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de penser d'arriver à un résultat différent en faisant la même chose. C'est un peu ça. Il faut avoir Exact. Ça va être à voir. Ça, c'est samedi soir que ça va se jouer. Les matchs de samedi vont être présentés sur la plateforme de TVGO. Donc, allez voir ça. En fait, ça va être sur YouTube. C'est produit par TVGO. Et fait que c'est le vendredi, comme je disais, en D1, c'est sur TVA Sport. Samedi et dimanche. Là, on n'en parle pas, mais parce qu'on pourrait embarquer là-dessus aussi. Dimanche, ne manquez pas aussi, il va y avoir le juvénile D1 qui va être un autre gros match à surveiller. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment une magnifique fin de semaine de football parce qu'on a aussi de l'universitaire où est-ce qu'on va avoir un gros match du Rouge et Or. Il y a du stock en masse à se mettre sous la dent. Et il y a Marc aussi qui a un match cadet avec son équipe à aller gagner. Donc, on va lui souhaiter bonne chance à lui aussi puis à sa gang. Puis on va se souhaiter du magnifique football. Oui, profitez du football aussi en fin de semaine. Vivez l'expérience. Je sais que Philippe, tu vas être sur place. Puis yes. ça va être c'est merveilleux. Une belle grande fête du football. On a du beau football au Québec. C'est le fun. Absolument. Puis j'invite tout le monde à aller lire les comptes rendus de Marc sur bulletinsportif.ca, notre nouveau collaborateur au foot collégial. Donc voilà. Fait que merci les boys. Puis on se reparle la semaine prochaine de tout ça. En regardant et en analysant comme il faut les surprises ou non qui vont être arrivées. Yes. All right, Phil. Merci, Phil. Salut. Alors, bienvenue tout le monde au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est peut-être pas connu dans les médias comme beaucoup d'autres joueurs de foot universitaires, mais qui a eu un impact très grand, je dirais, cette année, puis dans son équipe du Vert et Or de Sherbrooke, joueur de ligne défensive, Dylan Côté. Salut, Dylan. Salut. Bienvenue à Bulletin Sportif, bienvenue à notre entrevue de la semaine. Je suis vraiment content de t'avoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir. Cette année, en fait, je veux que les gens te connaissent. Fait qu'avant de commencer à parler de cette année, toi, Dylan, tu as joué, tu es un gars de Rimouski, tu as joué ton collégial là-bas. Ouais. Raconte-nous comment tu t'es mis à commencer à jouer au football. As-tu tout le temps été dans ta vie? As-tu fait d'autres sports? Qu'est-ce que tu as en grandissant? Moi, je suis un joueur de hockey à la base. OK. Puis, comme j'ai déménagé en 6e année pour aller à Rimouski, puis par la suite, comme mon école n'a pas vraiment bien été, puis j'ai été comme refusé au sport-études au hockey là-bas. Par la suite, j'avais fait un tournoi de flag football comme à Montjoli. J'avais bien aimé ça, puis j'avais appliqué, puis j'ai commencé à jouer au football en secondaire 1 en ne connaissant rien du sport pantoute, parce que je sortais du hockey, moi. Fait que... Puis t'étais-tu plus grand et plus gros que tout le monde à cet âge-là déjà? Oui. J'ai vraiment poussé jeune, là, fait que...
Je faisais déjà 180 livres sur l'air 1. Fait que là, c'est quoi, t'es 6'3", 250 à peu près? Ben là, cette année, j'étais plus 2,70. Disons, j'étais à 6'3". OK, c'est ça. Fait que ce qui est écrit sur le site du Non, Varéor, c'est pas bon. c'est à mettre à jour. T'as pris du muscle encore. Ouais. Un peu de bon. venin aussi. Ah, ben ça, faut empêcher les gars de te tasser. Ouais, c'est ça. Fait que t'as embarqué là-dedans, t'es allé jouer au cégep à Rimouski. D'ailleurs, t'as joué avec Jean-William Rouleau des belles années à Rimouski que j'imagine que ça devait pas être évident pour les attaques adverses de passer de ce côté-là dans le temps. Non, vraiment pas. Bon, on avait vraiment une bonne équipe dans mes 3 années. Là. Par la suite, ceux sont en reconstruction en ce moment. Là. Puis, mais ouais, disons, moi et Jean-William, on habitait même pas à 1 minute de marche chacun. Là, fait que c'était vraiment des belles années à Rimouski. Et puis là, tu as décidé d'aller continuer à Sherbrooke. Qu'est-ce qui t'a amené à Sherbrooke d'ailleurs? Pourquoi la décision du Varéor? Moi, j'ai quand même pris ma décision vraiment tôt parce que, disons, moi, j'avais fait Team Québec sur l'R 4, fait que les années 2015, 2016, puis il y avait comme, je sais pas, disons, une trentaine d'équipes qui m'avaient parlé. Donc, ça se faisait tout sur Messenger, je veux pas, puis j'ai compris, mais comme, j'avais pas vraiment aimé ce processus-là parce que ça m'avait tellement occupé. J'avais juste pris la décision, Sherbrooke m'est arrivé, puis il me connaissait déjà super bien, il me suivait depuis ma première année au cégep. J'étais comme, OK, ben, ils sont vraiment intéressés, puis j'ai été visité, puis par la suite, je suis fait, ben, je vais prendre ma décision tôt, comme ça me fera pas hésiter, puis ça va déjà être clair dans ma tête, puis je regrette vraiment pas d'avoir choisi de venir au Varéor à Sherbrooke. Et là, quand on est rendu justement au Varéor, là, cette année, on a eu l'impression de voir une... tu sais, l'année passée, vous aviez une bonne défensive. J'ai l'impression que vous avez pris une autre coche encore cette année. Malgré le fait qu'il y avait des Hudon puis des Troatos qui sont partis. Tu dis, OK, ça, c'est des piliers, mais on dirait que vous les avez remplacés comme si... il y avait... Mais je ne veux pas dire que vous n'avez jamais été là, ça n'enlève rien à ce qu'eux ont fait là, dans le passé, mais cette année, on a eu l'impression de voir cette équipe-là grossir encore. Puis la ligne défensive, ça a eu un rôle majeur. Évidemment, tu en fais partie avec Jérémy Véraud. Donc, qu'est-ce qui est arrivé cette année qui te donne l'impression que, OK, le Varéor, puis je vais parler de la défensive parce qu'évidemment, l'attaque a eu ses problèmes de blessure, puis évidemment que tu n'es pas avec l'attaque, mais au niveau de la défensive, là, qu'est-ce qui, tu dirais, vous a amené à un autre niveau, on dirait? Ben, cette année, on a vraiment gardé ça simple, disons, le playbook, puis... je sais pas, comme mon coach Guillaume Boucher, il a vraiment dessiné un playbook comme pour chaque, en se disant comme c'est 12 partants, comme faire des modifications sur chaque joueur. Fait qu'il prenait ses forces et les faiblesses de tout le monde, puis il essaie de faire le meilleur package possible, puis arriver contre essaie de battre n'importe qui. T'sais. Comme il y a un gars comme Massé, il est arrivé, puis il a vraiment très bien fait cette année, puis l'année passée, il jouait un peu moins. Puis c'est des gars vraiment aussi comme Turbide au safety aussi. Il a vraiment il a pris la place à Rodley l'année passée. Puis il a super bien fait aussi. Fait que on a aussi un jeune aussi comme Ben Huot là, aussi super. Il va être super bon. C'est un super de bon joueur. La cohésion, la complicité que vous avez, la ligne défensive, parce que vous avez à affronter quand même des lignes offensives, justement, qui sont extrêmement talentueuses. Là, puis c'est sûr que je vais avoir tendance à penser à Montréal-Laval qui ont vraiment des groupes avec une profondeur en plus. C'est-à-dire que si un gars se blesse ou quoi, le prochain qui arrive est aussi bon. Et tout. C'est quoi le secret? Puis est-ce que tu as l'impression que d'une année à l'autre, vous saisissez mieux les nuances des lignes offensives l'autre bord? Parce que, vous avez... On a beau avoir parlé de la ligne défensive des autres équipes. Là, Sherbrooke, cette année, pour moi, avait pas à pâlir devant personne. Là, je pense que vous aviez une aussi bonne ligne défensive que n'importe quelle autre équipe de la Ligue. Fait que, franchement, il y a une question aussi. Vous êtes des bons joueurs, il n'y a aucun doute, mais à un moment donné aussi, tu le sais comme moi, c'est une question de... Il y a des stratégies là-dedans. Oui, il faut les exécuter, mais il y a des stratégies, il y a des façons de jouer. Est-ce que tu as senti qu'il y avait des modifications dans ces façons de jouer-là? Tu as parlé de simplifier le livre de jeu qui vous a rendu meilleur ou c'est simplement vous autres qui évoluez, puis là, tu dis, OK, on s'est compris entre nous, puis
on arrive à mieux saisir l'autre équipe, puis on fait notre travail. Oui, ben comme c'est sûr que, tu sais, moi, c'est comme ma 4e année, disons ma 3e année U-Sport, mais c'est comme ça fait déjà 4 ans que je suis avec le Varéor, puis tu sais, Véro et tout, ça fait comme, lui, ça faisait comme 6 ans qu'il était dans le Varéor, là, je veux pas, fait que, tu sais, on s'en vient avec des gars d'expérience, fait que, tu sais, c'est sûr que tous les ajustements, disons, le côté du back, par exemple, pour aller attaquer la slide ou la côté main, c'est sûr que cette année, on le faisait. Mais reste qu'on gardait ça quand même assez simple, là, vertical. Puis même, ça, tu sais, comme, qu'est-ce qui paraît pas trop, mais comme il y a beaucoup de jeux, ben, genre, il y a beaucoup de jeux que moi et Véro, on rentrait seulement nous deux, là. Tu sais, on faisait ça beaucoup contre les Carabins. Puis on réussissait à flusher, disons, ils couraient l'autre bord, Sénégal. Fait que, tu sais, mais ça, c'est dur de faire des stats de plus dans ce temps-là, si on prend ce côté-là. Mais comme, je pense pas qu'il y a d'autres équipes dans la ligue là, qui ont rushé à 2 puis ils ont pu rentrer comme nous, on a rentré cette année. Mais c'était vraiment ça. C'était pour vrai, c'est comme plate comme réponse, mais c'est vraiment tout encore c'est comme c'était vraiment simple. Puis, Fait au bout du compte, on peut dire que vous avez réussi à battre vos gars avant de vous autres. Puis au bout, c'est ça qui a marché parce que oui, on parle beaucoup de stratégie. Puis quand tu es à l'extérieur, on aime souvent, moi je dirais ça, quand on regarde ça de l'extérieur, même toi, tu vas regarder des matchs pro, quoi que ce soit, à un moment donné, hey, pourquoi ils ont fait ce choix de jeu-là et tout. Mais à un moment donné, le choix de jeu, c'est assez limite dans le sens qu'il faut que tu les exécutes aussi. Puis quand je t'écoute parler, je pense qu'il y a beaucoup de Jérémy Véro, Dylan Côté, Aymeric Hamelin, vous avez fait votre job, point, puis vous avez réussi à être plus fort que à plusieurs moments, parce que tu parles justement contre Montréal, tu donnes l'exemple. C'est quelque chose, là, ce que vous avez réussi à faire contre Montréal. Vous l'avez joué suffisamment dans la tête pour être dans le match 3 fois cette année, dont le gagner une fois. Tu dis à chaque fois que vous avez été dans le match, alors que les gens de l'extérieur, souvent, vont se dire, parce que depuis des années, veut pas, Montréal et Laval sont en avant au classement, puis ça amène les gens à ne pas analyser en détail ou pas aller regarder les confrontations. Puis vous autres, zéro, aucun malaise face à qui que ce soit. Non, on s'en va là, on s'en va jouer, puis on a notre place. Puis vous avez exécuté comme une équipe qui n'avait aucune raison de penser qu'elle pouvait perdre un match, là. Non, mais c'est sûr que, tu sais, oui, on a fini 4-4 cette année, mais comme, à chaque début de game, on veut gagner, tu sais. On joue contre Laval, ben, on pense qu'on va les battre, tu sais, puis on joue contre Montréal, on pense qu'on va les battre comme puis n'importe qui, là, tu sais. Fait que je pense que c'est surtout ça, cette affaire-là. Peut-être les autres années, on pensait peut-être que, on joue contre Montréal, c'est une grosse équipe, disons, puis là, on joue plus comme sur les talons, mais cette année, on a vraiment comme juste faire bagarre. On est capable de compétitionner contre n'importe qui. Puis je pense qu'on a vraiment fait une bonne saison, là. Moi, je suis vraiment fier de nous, mais je pense que c'est vraiment ça, la clé qu'on a eue, là. Comme on n'a pas, tu sais, on n'a rien à perdre, puis on fait juste avancer. C'est votre victoire de l'année passée contre Montréal qui m'a amené ce changement de mindset-là ou c'est-tu venu tout seul? Est-ce que c'est un speech de coach qui, à un moment donné, a fait le déclic? Qu'est-ce que tu dirais a amené ce changement dans votre mentalité-là? Bien sûr que je pense que Laval, l'année passée, qu'on les a battus ici à la maison, ça a vraiment aidé. Oui, c'était Laval, excuse-moi, je parle de ouais, c'est ça, c'est Laval. Puis ça a vraiment aidé. Puis sinon, tu sais, ça fait comme aussi la défensive. Ben, puis les gars, on est pas mal de gars qui ont rentré en 2019. Fait que, puis, on s'en vient des vétérans. Puis on est comme. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Je pense que ça aide aussi beaucoup. Puis pour vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment autre chose que ça. Le vert et or, c'est, tu sais, quand je parle souvent, mettons, à Mathieu Lecomte, qui raconte souvent comme quoi, tu sais, c'est une façon d'être, tu sais, quand lui, il va faire son recrutement, il s'en va pas là en disant au monde, on va battre tout le monde, puis point, là. Non, il veut aller chercher, il dit qu'il veut aller chercher des gars qui sont prêts à embarquer dans la façon d'être un vert et or. C'est quoi être un vert et or pour toi quand tu regardes ça? Qu'est-ce que tu verrais? Si tu avais expliqué à quelqu'un qui veut venir, qui se pose la question si le vert et or, c'est une équipe, c'est quoi être un vert et or? Qu'est-ce que ça a de spécial? Ben, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment fier de ce qu'il fait, qui doit travailler fort, qui doit être surtout bon à l'école, puis qui est vraiment, tu sais, comme pas dire avec les moyens, pas avec les moyens du bord, mais comme vraiment, tu sais, on se dire, on est comme
en termes d'installation, on est beaucoup moins riche que comparativement à Laval. Mais comme aussi, mais par contre, ça peut, comme je pense qu'on est une plus grande famille, les gars, on est plus tous proches, il y a moins de clics. Puis, si quelqu'un a besoin d'aide, on est là pour lui. S'il a besoin des livres, on est toujours en train de. S'il y a un gars qui est en train de. Quand on voit que c'est plus difficile, on s'en va le rencontrer. On essaie de l'encadrer le plus possible puis de l'aider pour qu'il reste avec nous au lieu qu'il quitte après un an pour faire j'ai coulé mon école ou je peux plus jouer au football. Je pense que c'est vraiment ça qu'on dit souvent, c'est vraiment la famille là, qui. Comme je sais pas comment. On a notre bac, on a. Puis tu mentionnes l'école là-dedans, fait que je comprends que c'est aussi important pour vous autres de vous tenir en équipe de football pour jouer au football que s'assurer que tout le monde réussisse aussi en classe, puis que ça avec vous sortiez avec ça là, de gagnant, puis que ça vous amène plus loin, ça aussi. Oui, c'est sûr. Puis comme aussi, tous les gars, il y en a plein de gars, là, je ne veux pas faire des comparaisons entre les équipes, mais si on regarde comme notre domaine d'études de chaque gars, c'est vraiment dans la ligue, là, on doit être pour moi il y en a beaucoup qui sont en génie, en droit, par exemple, en admin, par exemple. Là, aussi, comparativement je pense qu'il y a juste pas. Il y a 2-3 gars qui sont juste en études libres. C'est sûr que ça aide, les gars sont vraiment sharp. Fait que tu as du monde focus sur les études, puis tu as du monde où est-ce qu'à un moment donné, votre mode de vie d'athlète de haut niveau, de joueur de football, se transpose dans vos études. Puis la même chose, vous êtes tous des gars qui êtes focus sur vos études. Fait qu'après ça, quand c'est le temps d'aller jouer au football, vous savez dans quel. Vous êtes tous ensemble un petit peu. C'est la même track, façon de parler. Oui, c'est ça. C'est comme de Sherbrooke, il n'y a pas beaucoup de gars aussi qui viennent d'ici. Là. On est peut-être 5 gars. Fait que sur une équipe de 100, il y a comme 95 personnes qui viennent d'ailleurs. Fait que c'est sûr que ça. Tout le monde y vit dans le même bateau. Là. Tout le monde est en appart, disons, par exemple. Puis et tout le monde, c'est ça, tout le monde vit la même chose. Fait que je pense que ça aide vraiment beaucoup à notre culture d'équipe. Puis comme on s'entraîne tous ensemble aussi. Fait que ça aussi, c'est une autre chose qui nous différencie. Tu parlais de s'entraider et tout. À quel point il y a des. Je vais utiliser le mot mentor, mais des vétérans là, qui prennent en charge les jeunes. Puis est-ce que ça fait partie, je le dénote là, un peu, mais à quel point ça fait partie de l'intégration des jeunes puis de la façon dont les choses se font, de dire, bon, là, je suis rendu un gars, comme tu dis, toi, ça fait 4 ans là, que tu es là. De prendre sous ton aile des nouveaux qui arrivent à tous les niveaux, à quel point ça fait partie de votre culture, justement, de faire des choses comme ça? C'est sûr que si un nouveau gars va rentrer, on va aller, on se présente, tout ça. Là, puis, on essaie de l'aider le plus possible. Mais comme, le gars, ça reste quand même un adulte, là, par contre. Là, on ne tiendra pas par la main, là, mais c'est ça. On est vraiment comme des personnes de ressources. Puis, on essaie vraiment d'aider tout le monde, en vrai. Peu importe si un gars soit en 4e année comme un gars qui soit en 2e année. On aide pour qu'on ait plus de gars possible pour l'année prochaine parce que c'est vraiment. Parce qu'il n'y en a pas, on n'est pas. C'est des partants, s'il y en a un blessé, c'est pas comme disons, à Laval ou Montréal que les 4 gars en arrière sont aussi bons que lui, disons. Là. C'est surtout ça qui change, je pense. À quel point un gars comme Jérémy Véraud qui s'en va, ça va avoir un impact sur toi, Dylan Côté, puis pas juste, ça fait partie de la réponse ou de la question, en fait, de savoir quel impact ça va avoir à côté de toi sur le terrain, mais aussi dans le groupe, dans l'équipe. Parle-moi de lui un peu, quel genre de gars il est, puis quel impact il a eu justement sur toi depuis que tu étais à Sherbrooke. Mais tu sais, comme Véro, d'un gars qui, comme on parlait d'un mentor, Véro, c'est un peu mon mentor. J'ai rentré, lui, c'était sa 3e année, il était censé rester encore 2 ans. Finalement, il a fait jusqu'à 5e, finalement, il a fait jusqu'à 6e. Fait que ça fait déjà 4 ans qu'on se côtoie. Puis, Véro, c'est que comment dire, c'est un peu une bébête, on peut dire. Là. C'est pas le gars qui bouge le mieux, c'est pas le gars qui est le plus athlète, disons, mais comme il sait toutes ses affaires, il bouge à sa façon. T'sais, on peut pas. Comment qu'il. C'est vraiment bizarre, mais comment qu'il est en tant que joueur de foot, moi je suis pas capable de répliquer ça. Il va faire des moves. Comment tu viens de faire ça? Moi, je suis pas capable. Puis les autres gars sont pas capables non plus. C'est un gars qui là, il va être comptable. Puis c'est vraiment comme qu'est-ce qui est vraiment plus amené, c'est tout ce qui est
côté comme stratégique en termes de savoir tes jeux, faire du film. C'est toutes des choses qui vont faire vraiment comme plus. L'année prochaine, ça va faire plus bizarre qu'il ne soit pas là, disons. Donc, ça va faire. Ouais, moi, ça va faire de quoi, mais bon, c'est la vie, il faut que ça avance. Okay. Puis qu'est-ce que tu vas vouloir peut-être reprendre de lui, puis sachant que tu as peut-être. Tu sais, c'est jamais ça, là, tu veux jamais prendre les souliers de quelqu'un. Véro est qui est, puis Dylan Côté il est qui est, là, c'est correct. Ouais. Mais est-ce que tu penses que justement, il y a un rôle, tu sais, dans une équipe, à un moment donné, il y a un leadership qui se passe, comme tu dis, c'est la vie, à un moment donné, ça évolue. Est-ce que tu as une place à prendre de plus ou tu vas continuer de pouvoir faire exactement la même chose parce que de la façon dont c'est structuré ou de votre culture fait que tu vas rester, tu vas avoir la même chose à faire, puis au bout du compte, ça va se passer de la même façon. Ouais, je pense que ça va rester pas mal pareil. Là. Je pense pas que je vais m'en mettre plus sur les épaules parce que lui, disons, il va être parti. On a d'autres leaders aussi comme disons, Thomas Bélanger, sa ligne défensive. Comme lui est capable, il va en prendre sûrement plus. Mais moi, c'est vraiment comme plus accueillir les jeunes, peut-être plus prendre la parole. Véro, c'est beaucoup un gars qui lead par l'exemple. C'est pas un gars qui parle beaucoup. OK. Et, peut-être, ouais, c'est ça. Je vais essayer aussi sur avoir le meilleur exemple possible avec mes faits et gestes. Puis pour essayer de faire le mieux possible pour les jeunes, pour essayer de montrer plus qu'est-ce que c'est un variable. Qu'est-ce que, d'après toi, il manquait cette année pour aller battre les Carabins puis que ce soit un match rouge et or, vert et or à Dunsmore? Ouais. Qu'est-ce qui manquait à ce moment-là qui aurait fait la différence, d'après toi? Il manquait... On était vraiment proche. Qu'est-ce qui manquait? Peut-être une coupe de jeu qui peut faire la différence, dont un ballon échappé ou peu importe. Là. Peut-être une coupe de pénalité, mais les deux les Carabins ont beaucoup plus de pénalité que nous autres. Là. Mais c'est dur. Peut-être la def, et on n'a pas fait de revirement. On en a quand même eu 18, je pense, ou 19 là, dans nos 8 dernières games. Là, on n'en a pas fait. Fait que peut-être deux revirements pour la def, là, je dirais. On a pu aller chercher la victoire. Avez-vous la chance de justement vous rasseoir toute la gang puis vous parler de ça? On fait ça. La saison. Ah, vous faites ça justement ce soir? Ouais. Bon, ben parfait. Le timing est là, sauf qu'en même temps, ça aurait été le fun d'avoir le feedback, mais justement, j'étais curieux de me demander justement comment vous voyez ça. Ça reste qu'il faut passer à la prochaine étape. Il faut dire, regarde, on est en off-season, puis on repart, puis on se prépare pour l'an prochain. À quel point c'est facile d'intégrer tout ce qu'il y a à faire dans une off-season tout en étudiant comme ça? Je pense que c'est en finance, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que avec le temps, des fois, c'est quelque chose qui pèse lourd ou c'est quelque chose que tu dis non, j'ai encore plus de fun à le faire ou en tout cas, j'ai plus de facilité à l'intégrer? Je ne sais pas comment tu vois ça avec ton expérience ou si ça devient de plus en plus lourd de se préparer, s'entraîner parce que ça reste beaucoup de travail. Oh, ouais, c'est beaucoup de travail. Effectivement, l'off-season, ça nous prend quasiment autant de temps que pendant la saison. Juste que nos journées finissent comme plus tôt. Mais comme souvent, on s'entraîne le matin à 6-7 heures, disons 8 heures. Puis après ça, on va à nos cours. Plus, on doit étudier. Mais je pense que ça vient pas... je pense pas que non. Je pense qu'on vient juste habitué. On est juste habitué d'avoir une grosse charge de travail. Moi, je performe à ça. Disons, j'aime bien ça, avoir une grosse horaire. Puis, comme mon horaire est plus légère, on dirait que je me cherche un peu. On dirait que je commence, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais, ouais. Mais c'est sûr que là, je pense au off-season. On dirait que je n'ai pas encore fait mon deuil de la saison. J'ai un petit mal de cœur, là, mais... mais c'est vrai que c'est long. C'est sûr que pour les gars qui rentrent, là, c'est pour ça qu'il faut vraiment les accueillir le plus possible parce que un gars qui sort du cégep, c'est pas vrai qu'ils ont la tonne de travail comme qu'on a. On va avoir des pratiques, il faut qu'ils apprennent un nouveau playbook. Puis, pour eux, c'est vraiment beaucoup. Fait que je pense que pour nous autres, c'est quand même pas super. Ça se fait quand même assez bien. Je rebondis sur le fait, tu dis, OK, je suis encore sur le deuil, puis ça me fait encore mal au cœur. Est-ce que c'est de même chaque année ou cette année était fait particulièrement mal parce que vous étiez proche comme ça? Oui, mais on dirait cette année, c'est plus long. Là. Absolument, les autres années, après la game, on peut dire que c'est quasiment réglé. Là, vu que... Mais là,
je commence à vieillir un peu, puis je commence comme il m'en reste moins long que j'en ai fait, là. On dirait, puis là, on avait une bonne équipe cette année, on avait quand même beaucoup de vétérans. T'sais, un gars comme Don Vandal, Véro, ils quittent, là, fait que c'est des gars qui sont difficilement, sont durs à remplacer au bout, là, fait que pour ça que je pense que c'est plus ça qui fait mal au cœur. Je comprends bien, mais tu dis qu'il en reste moins qu'il y en avait. Est-ce que tu te prépares mentalement à l'idée que tu pourrais te faire repêcher dans la Ligue canadienne? Comment tu vois ça? Parce que l'an prochain, je pense, en tout cas, je ne sais plus comment ça marche à cause de la COVID. C'est cette année ou c'est l'an prochain que tu peux te faire repêcher? Ben, pour vrai, moi, j'en ai aucune idée. OK, c'est bon. Je sais que, disons, il y a des scouts qui ont appelé mon coach, ils ont appelé Coach Lecomte cette année. Je sais pas, genre, faudrait que j'en reparle si c'est cette année ou pas. Voir, ça m'intéresse d'aller jouer pro, mais aussi j'ai d'autres projets, fait que mon bac, je le finis bientôt aussi, fait que c'est ça. Pour ça que je dis qu'il en restait un peu moins que j'en ai déjà fait pas mal. Fait que c'est ça. Fait que tu ne calcules pas que ça fait partie des choses qu'il faut qu'il arrive. Si ça arrive, tant mieux. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu te prépares à l'idée que ça se peut qu'il t'en reste juste 2. En fait, l'année prochaine, tu considères-tu que c'est ta dernière année ou tu veux quand même t'assurer de faire tes 5 années d'éligibilité? L'année prochaine, c'est probablement ma dernière. OK. Ouais. Je suis en réflexion encore, là, parce que là, je finis mon bac. Là, fait que, mais je pense que l'année prochaine, c'est pas mal sûr que je la joue. Ça serait vraiment ma dernière. Là. OK. Ouais. Fait qu'on a on approche de la fin de Dylan Côté universitaire. Pour vrai. Il en reste une, ouais. On a parlé tantôt de ton amitié avec Jean-William Rouleau. Jean-William, il y a eu en fait, c'est un joueur étoile depuis des années dans le circuit universitaire. Là. C'est quelqu'un qui ne le connaît pas aujourd'hui. C'est parce qu'il ne suit pas nécessairement les activités de la Ligue. Mais de voir ton chum comme ça aller gagner un gros match comme on a vu de la Coupe Dunsmore, il y a le côté, tu vois ton chum, ça c'est une chose, mais toi, même en tant que spectateur et puis observateur plus qu'averti du football universitaire au Québec, comment tu as vu ce match-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Puis on parlera à la toute fin ou après, en tout cas, du dernier jeu du match. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques, toi, en tant que joueur de football, comment tu as vu ça. Mais le match comme tel, comment tu l'as apprécié? Comment tu as vu ça? C'était vraiment une grosse. C'était vraiment comme une grosse game. Là. C'était vraiment un gros match. Vraiment en tête. On dirait les deux équipes étaient vraiment. Ils n'essaient pas vraiment de prendre de shots, les deux. Là. Ils faisaient leurs points puis ils sortaient. Ça m'a vraiment surpris vers la fin. Là. Donc, j'ai vraiment. Comme surtout le dernier jeu, vu qu'on en parlait plus tard. Là. Mais j'étais sûr que ça allait en prolongation, cette game-là, puis ça allait se régler. Mais pas trop surpris, tant mieux, en vrai, que c'était vraiment serré. Là. Puis quand tu regardes ces matchs-là, toi, tu les regardes-tu en pur amateur en disant « Hey, regarde, enjoy, là, je vais regarder où est-ce qu'il y a le ballon, puis tant mieux, c'est un beau catch. » Ou si tu analyses plus « Oh, OK, ils sont rentrés dans tel gap, tel gars, il a fait tel bloc sur la ligne offensive, ça, c'était fort d'avoir pensé à ça. » Puis, tu sais, parce qu'évidemment, tu joues contre ces gars-là, tu connais leur stratégie, tu sais comment ils travaillent. Fait que t'es-tu plus dans cette optique-là quand tu regardes les matchs? Oui, mais c'est sûr que, tu sais, conversement un partisan normal, tu sais, moi, comme tu as dit, je les joue, ces gars-là, là, puis, tel bloc, le gars, il s'est fait avoir, donc, je sais pas trop, ils ont fait telle affaire, c'est un nouveau jeu, par exemple. Tu sais, on se connaît, c'est pas qu'on se connaît tous dans la ligue, là, mais, tu sais, on joue tout contre, fait qu'on sait un peu tout le monde ce qui est les forces et les faiblesses. Mais, c'est ça, c'est vraiment comme comment ils jouent leur def, puis leur attaque différent que nous. Je trouve que c'est un peu différent, Laval, comme Montréal. Là. Je trouve tout le temps qu'ils sont un peu. Je trouve qu'ils sont réservistes, les deux, mais comme ils dans le sens qu'ils jouent conservateur plus que quand ils jouent contre nous autres. Comme nous autres, ils n'ont pas peur, donc, par exemple, mais. Fait que je trouve que ça amène tant mieux, c'est juste bon pour le sport universitaire, là, que ça soit vraiment. Ça a été une game, c'est vraiment serré comme ça. Là. Mais c'est intéressant que tu amènes ça à l'idée qu'ils jouent peut-être un peu plus conservateur, justement, entre eux. Plus en mode, il faut éviter les erreurs plutôt que d'y aller all-in. As-tu senti qu'il y a eu
une ligne défensive, en tout cas, je ne sais pas si tu regardes plus la ligne offensive, parce que toi, tu es habitué de regarder, de confronter une ligne offensive, ou si tu regardes plus ce que la ligne défensive fait, mais y a-tu, pour toi, eu un gagnant à ce niveau-là du match? Y a-tu une équipe qui a mieux joué que l'autre sur les lignes? Ou tu vraiment, c'est une belle bataille? Puis, je pense que c'est une belle bataille, là. Je ne ferai pas le dire. Je pense que chaque D-line a bien joué, puis comme chaque ligne offensive aussi, là. Fait que c'est vraiment dur à dire, vu que le score est vraiment serré. Fait que c'est dur de non, mais tu sais, des fois, c'est parce que tu dis, regarde, il y a eu tel jeu qui ont fait que le match est serré, mais à la fin, telle équipe, ou tu sais, exemple, le Rouge et Or méritait la victoire parce qu'au niveau des lignes, tu sentais qu'il y avait le contrôle de la game, mais tu sais, si tu dis que c'était pas mal égal, ben regarde. Je pense que c'était pas mal égal, ouais. Dernier jeu du match. Ouais. Est-ce que le vert et or, dans une situation comme ça, les coachs d'unité spéciale, est-ce que dans une situation de même, auraient lâché un whack à tout le monde, botté le ballon? Est-ce que c'est les pratiques pendant les semaines qui ont précédé, puis pendant des années qui ont précédé, qui font que, non, on le sait ce que tout le monde a à faire? Qu'est-ce qui passe à travers la tête du monde? Je sais que tu n'es pas retourneur, là, mais ça reste que. Ben, Marc, ça pourrait être drôle. Peut-être que toi, tu aurais passé à travers. Mais, la réalité, c'est. Tout le monde s'est posé la question, c'est qu'est-ce qui a pu se passer à travers la tête de Carl Chabot? Parce que c'est facile de jouer au gérant d'estrade, de dire botte le ballon. OK. Mais si Carl Chabot, qui a l'expérience qu'il a, qui en a retourné des bottées dans sa vie, qui se fait dire par des coachs. Combien de fois il a dû se faire dire quoi faire dans toutes les situations, qu'il en arrive à prendre la décision de le sortir par lui-même, puis évidemment, bon, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui est passé par sa tête, puis qu'est-ce qui a pu arriver, qui a fait en sorte qu'au bout du compte, les Carabins n'ont juste pas sorti le ballon? Comment tu as vu ça, toi? Ben, je sais qu'ils ont embarqué leur botteur, les Carabins. Oui. D'après moi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il l'a pas vu, le gars? Il l'a pas vu. Fait qu'il pensait que. Il pensait qu'elle allait sortir, puis il n'a jamais vu, puis son gars, il s'est fait. C'est comme fait traverser, là. Puis je pense qu'il s'est fait surprendre. Mais même ça, moi, j'aurais pas fait mieux. Mais. Non, c'est pas. L'idée, c'est pas d'essayer de tu sais, moi, j'ai un respect, puis pas juste un respect. Tu sais, Carl Chabot, pour moi, là, quelqu'un qui va venir me dire que c'est un pas bon parce qu'il n'a pas réussi à sortir. Là, il me s'est levé le bonheur pour venir me convaincre de ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste essayer de comprendre. Puis, tu sais, le joueur s'appellerait Y, puis tu jouerais sur Madden là, avec, tu sais, c'est quoi tu y aurais fait faire? Parce qu'à quelque part, c'est plus essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur à ce moment-là. Ça n'a rien à voir, tu sais, c'est un grand jeu de Charlie à Larry Tardif, puis ça a fait en sorte que ça fait mal paraître Chabot, mais moi, c'est pas ça. Là, mon but, c'est pas de personnaliser l'affaire. Mais d'après moi, ça, il l'a juste pas vu. Fait qu'il a pensé qu'il allait avoir le temps de sortir, puis il n'a pas eu le temps. Puis peut-être qu'il y a aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe du côté des Carabins pendant la saison. Mais tu sais, comme disons, notre coach régional, lui, des unités spéciales, tu sais, pour vrai, cette situation-là, il en parlait chaque semaine. Là. Depuis le camp, là, de qu'est-ce qui arrive, si on doit botter. Tu sais, je dis pas si peut-être qu'il y a eu un manque de préparation de leur côté, j'en ai aucune idée. Mais comme nous, notre bord, on le voyait chaque semaine, il nous montrait des clips. Ça arrive beaucoup avec John Abbott au cégep et les volontaires. Ils ont l'année passée, puis cette année encore, là, des kicks qui se mettent à plus finir. Là. Peut-être que c'est ça, mais moi, tout ce que je pense qu'il s'est dit dans sa tête, c'est qu'il s'est reviré, puis il n'a pas vu la personne. Il n'a pas vu Charlie, puis il a juste essayé de sortir. Puis comme s'il avait sorti, il était à la ligne de 1, ça. Personne n'en parlerait. Là. Exactement. Non, c'est en plein ça. C'est pour ça que je dis, c'est facile de loin de chialer. Si tu prends pour les Carabins, pour toi, tu trouves que tu capotes de l'erreur, puis si tu prends pour le Rouge et Or, tu dis que c'est un beau jeu, mais c'est correct, mais tu sais, comme je dis, moi, mon but, c'est pas de placer quelqu'un, c'est d'essayer de comprendre que. Parce que ça se peut que ce soit une erreur aussi. Là. La pression. Le stress, tu perds. Tu viens de monter ça à 24-24, tu ne vas pas faire d'erreur, comme Super Panther, là, Chabot. Là, je ne sais pas s'il a déjà botté dans sa vie au cégep ou au secondaire, mais tu dis, je vais-tu rater mon botté aussi? Ça fait que j'ai eu plus de chances à sortir de la zone que manquer mon botté et me faire bloquer, disons. Parce qu'il était quand même assez proche. Là, il n'était pas trop reculé. Là, il était pas. Non, exact. Non, il était au pire à la moitié de la zone. Là. Fait que, il était comme dans l'entre-deux, là, comme crime, ça vaut-il la peine de botter ou pas? Puis, en tout cas, je pense qu'il doit s'en vouloir pas mal, là, mais. Ça, y a pas je pense pas que ça soit de sa faute. Là.
C'est une affaire d'instinct, ça se passe tellement vite. Là, surtout le bond de la balle qu'elle a fait, là, elle a vraiment arrêté tout de suite. Là, fait que si elle avait comme reculé plus dans l'end zone, probablement qu'il l'aurait juste pris et il l'aurait botté. Exact. Là, c'était sur le bord, fait que c'était vraiment comme un entre-deux, je pense. Puis, ouais, mais gagner là-dessus, là, c'est sûr que c'est une grosse victoire, mais pas que c'est un peu gênant, mais ils l'ont gagné. T'sais. Ben, regarde, ça fait partie de la game. Puis, d'ailleurs, tu le dis, vous vous préparez à chaque semaine pour ça. Ça veut dire que c'est pas comme un jeu qui sort de nulle part. Sinon, ça fait partie de la game. Faut que tu saches comme moi, en ma tête de joueur de foot, là, quand il parlait de ça chaque semaine, j'étais comme, ça arrive jamais, ça. Tu dis ça dans ta tête, là, un peu. Crime, ça arrivait au dernier jeu, ça Dunsmore. Ben, regarde, dernier jeu, ça Dunsmore, tu as fait référence à John Abbott l'année passée qui a gagné le bol d'or contre Montmorency avec des histoires de kickback comme ça. Fait que, non, regarde, finalement, ça arrive pas si souvent, mais ça a l'air que ça arrive quand c'est vraiment, vraiment important. Ça arrive jamais. Écoute, là, si tu penses que c'est peut-être ta dernière saison, est-ce qu'il y a une préparation différente cette année, avant la saison prochaine? Comment tu t'entrevois tout ça? Ou, tu sais, bon, regarde, tu l'as dit tantôt, je suis habitué à ce rythme de vie-là. Mais est-ce qu'il y a une pensée différente? Est-ce qu'il y a une approche différente? Ben, je pense que oui, là, je vais essayer de profiter de chaque moment, comme... Quand on le voit pas, quand on est dedans, mais ça passe tellement vite, puis on est comme la saison est déjà finie. Juste à plus prendre un pied sur le break, par exemple, puis juste comme bien, comment dire, bien sentir comme le moment, puis juste profiter le plus possible, je pense. Là, profiter de chaque training qu'il y a, profiter de la gang. Je pense que c'est vraiment ça. Profiter des pratiques le matin, disons, même si on n'aime pas ça, mais profiter pareil. Le coaching, ça va-tu être quelque chose pour toi plus tard, après ça, ou comment... Peut-être pas en sortant. Peut-être pas. Je vais me laisser encore 1 à 2 années. Là. Je pense que je vais prendre de pause, là, parce que ça fait déjà assez... Mes automnes sont occupés depuis, je sais pas comment, un nombre d'années. Là, puis ça va faire du bien. Prendre un petit break, là, par contre. Mais c'est sûr que le coaching, ça m'intéresse. Là. J'aime bien ça de transmettre. J'aime bien ça de transmettre ma passion, puis... Je pense que oui, tu as donné un coup de main avec les pionniers Rimouski. Oui, c'est ça, tu veux retourner dans le coin de Rimouski? Ouais. OK. Ouais. Bon, ben, excellent. Écoute, je te remercie beaucoup du temps que tu as pris. Un super segment avec toi. Je suis vraiment content qu'on ait pu avoir la chance de te parler, de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans la tête du Vert et Or et d'un joueur de football comme toi, comment tu regardes ça. Je te souhaite une excellente dernière année, mais avant ça, profite du off-season. Fais-toi plaisir un peu. Puis, regarde, je te remercie encore. Bonne saison l'an prochain. Puis, au grand plaisir, on va te suivre, avec attention. Merci beaucoup. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette autre édition du podcast Bulletin sportif présenté par Gagné Sport. J'espère que vous avez apprécié. On termine évidemment en vous donnant nos suggestions pour la prochaine fin de semaine. En plus des matchs de football dont on a parlé au niveau collégial, tout le bol d'or à Thetford Mines, ça va être disponible vendredi, je le répète, sur TVA Sport. Samedi et dimanche, les 3 matchs, collégial D2, D3 et juvénile D1, c'est sur la plateforme de TV Go sur YouTube. Donc, vous irez voir ça. D'ailleurs, en football, juvénile D1, la finale, ça va se passer entre Charlemagne et Séminaire Saint-François. Manquez pas aussi, si vous avez l'occasion, ça peut être une autre option pour vous, en juvénile D2 d'Albé-Viau contre le Collège de Laval. Dernière occasion, peut-être de voir un phénomène du football québécois sur nos terres avant un petit bout. Il y a des grosses chances qu'il aille aux États-Unis. Antoine Raymond de d'Albé-Viau. Juste comme ça, 297 verges et 5 touchés par la course contre Bourget en demi-finale. Voilà. Pour ça, maintenant aussi en basket collégial féminin, il y a Champlain-Saint-Lambert qui domine depuis le début de l'année en 3 matchs, une moyenne de victoire de 82 à 36, pour vous donner une idée. Reçoivent Vanier. Ensuite, au niveau féminin, encore une fois, mais au niveau universitaire, ça va être à surveiller 2 équipes invaincues, Bishops et l'UQAM, qui s'affrontent samedi. Chez les hommes, au niveau collégial, un match au sommet, alors que Brébeuf, qui a une fiche de 5-1, va affronter Vanier, qui est 6-0. Ça se passe dimanche. Et au niveau universitaire, chez les hommes, si chez les femmes, on a 2 équipes invaincues, c'est la même chose chez les hommes. Concordia et Laval vont jouer samedi.
Au hockey collégial féminin, un affrontement qui est devenu un classique entre John Abbott et Champlain-Lennoxville. Émilie Lucier d'un côté, championne marqueuse. Au niveau des buts, championne buteuse et qui a 13 buts en 14 parties depuis le début de l'année. Et de l'autre côté, l'excellente Gabrielle Santerre, première au classement des pointeuses avec 27 points en 16 matchs. Chez les gars, il va y avoir Lennoxville contre Saint-Laurent vendredi et il y a également un match Thetford contre Lionel Groulx dimanche qui devrait être très intéressant. Universitaire, on a chez les femmes une belle bataille entre 4 équipes. Donc, on a les Carabins contre les Stingers en fin de semaine. Ça, c'est vendredi. Et puis, on a aussi à surveiller Ottawa contre Concordia et Montréal contre Bishops. Ça se passe dimanche. Donc, c'est tous des matchs vraiment intéressants parce que la bataille est vraiment serrée entre ces 4 équipes. Chez les hommes, ça se passe évidemment du côté de l'Ontario. Les 3 équipes du Québec dominent la section Est de l'Ontario jusqu'à maintenant au niveau du classement. UQTR, McGill et Concordia. Et les 3 équipes s'affrontent entre elles en fin de semaine. McGill contre l'UQTR vendredi, l'UQTR contre Concordia samedi et McGill contre Concordia dimanche. Volleyball universitaire. Au niveau du volleyball, on a du côté masculin Sherbrooke contre Laval vendredi. Ça devrait être un excellent match. Puis on a également une grosse fin de semaine pour l'Université Laval du côté féminin. L'Université Laval qui est 3-3. Donc, si on veut garder la tête hors de l'eau pour la place en éliminatoire, je comprends qu'on est en début de saison, mais le classement est serré aussi de ce côté-là. Donc, grosse fin de semaine pour elles, alors qu'elles affronteront Sherbrooke et Montréal. Sherbrooke a un peu de difficulté en ce début de saison, mais demeure une équipe à surveiller, beaucoup de bonnes jeunes joueuses et assurément une grande leader avec leur passeuse Emma Bergeron. Il y a aussi d'autres événements qui ne sont pas, dont on parle un peu moins habituellement, mais qui sont tout aussi intéressants. Le tournoi de badminton à l'Université de Montréal par équipe 7 contre 7. Jusqu'à maintenant, les Carabins chez les hommes ont une fiche de 6-0. Et, excusez-moi, chez les femmes, puis chez les hommes, c'est l'UQAM qui a une fiche de 6-0. Ça aussi, ça peut être intéressant. Du côté du SEPSUM. Et en natation, c'est la rencontre d'Ottawa. Donc, chez les femmes, jusqu'à maintenant, c'est McGill qui mène et chez les hommes, c'est Ottawa. Donc, ça aussi, on va suivre ça jusqu'à la fin de l'année. Alors, voilà, ça résume en gros ce qui est à surveiller en fin de semaine. Je vous souhaite de profiter pleinement de la neige qui tombe pour regarder du bon sport. Et non, il n'y a pas que les pros, il y a assurément nos sportifs universitaires et collégiaux qui ont des bonnes choses à vous montrer. Fait que si vous avez un deuxième écran, pourquoi pas essayer de le mettre sur un de ces matchs-là. Profitez-en, initiez-vous, amusez-vous tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de semaine. Surveillez évidemment bulletinsportif.ca. On va suivre tout ce qui se passe. Et évidemment, la semaine prochaine, ce sera un autre rendez-vous au podcast Bulletin Sportif. Merci tout le monde.